Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au monde des crypto-monnaies et des NFT. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Edgar, alias Crypto Mafia, avec nous. Comment ça va? Salut Aurélien. Nickel Ben, et toi? écoute, ça va super. Merci hein, pour ton temps et d'être avec nous aujourd'hui. C'est super cool. Pareil, hein, on a eu l'occasion d'échanger depuis pas mal de temps déjà. T'es pas nouveau dans l'écosystème, on va dire, mais ça y est, là, on a l'opportunité de t'avoir et pouvoir te poser plein de questions. Donc, aucun doute que ça va être super enrichissant. Donc, t'es créateur de contenu autour du Web3, plus particulièrement sur Twitter, quand même, j'ai l'impression. T'es quand même beaucoup plus actif sur ce réseau-là. Était aussi cofondateur de l'agence Bluestone. On aura l'occasion d'aller sur ce côté entrepreneurial et sur les services proposés par l'agence dans ce podcast. Mais avant d'y aller, est-ce que déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux un petit peu te présenter et nous raconter ton entrée aussi dans le monde des crypto-monnaies et des NFT? Ouais, bah alors pour commencer, euh, faut vraiment on va commencer au tout début. C'était, je pense, je vais avoir 16 ans, parce que là actuellement j'ai 22 ans. Ok. Je suis un 2000. T'as quel âge au fait? Je sais Alors pas moi demandé. j'ai 26, je suis un 97. Ok, ok. Et donc voilà, vers 16 ans, un truc comme ça, je postais des photos sur Insta avec mon meilleur pote de l'époque. Et en fait, on faisait de l'urbex, je sais pas si tu sais, c'est de l'exploration un peu urbaine. Et on a vraiment, on adorait ça, on prenait des belles photos, on faisait des belles explorations. Et on se dit, ok, en cherchant des vidéos sur YouTube sur comment gagner des abonnés, tu vois, parce qu'on voulait avoir des gros comptes, on a découvert en fait le monde du business en ligne et du how to make money online, de tout cet univers de l'entrepreneuriat. Et c'est après, grâce à ça, que j'ai découvert les crypto-monnaies. Parce que c'est les personnes qui parlent de ça, souvent parlent d'investissement, donc ils vont parler de crypto-monnaies. Donc ouais, je pense que je vais avoir 16 ans. La première fois que j'ai entendu parler des cryptos, évidemment, je suis pas allé directement dessus, parce que j'étais mineur, donc pour investir, il faut demander à ses parents, etc. J'avais demandé à l'époque, donc j'aurais pu acheter et surfer sur le bull run qu'il y a eu après, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, je regardais un petit peu, par contre, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais regardé les vidéos de Asher, un peu, je pense, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a commencé avec les vidéos de Asher. Et après, en fait, donc j'avais lancé une chaîne de business en ligne à l'époque, où je parlais de marketing digital. Et à un moment, j'ai commencé à faire un switch. J'ai un pote qui s'appelle Hugo, qu'on salue s'il écoute cette vidéo. Et Hugo me dit, Edgar, faut que je te montre un truc. C'est un renard. Donc dessus, tu as tes crypto-monnaies. Et en fait, tu vas utiliser un truc qui s'appelle PancakeSwap. Donc c'est des lapins et des pancakes et tu vas gagner 800% de ce que tu as investi par an. Oh là là. Donc il me dit ça, moi je le fais, bah allez, on se fait un petit call et en fait je mets à l'époque je crois 250 balles, un truc comme ça. Et il faut savoir que j'achète le cake à 50 centimes et le BNB à 40 $. Donc c'était octobre ou septembre 2020 ou 2021, je sais même plus. C'est juste avant l'explosion de la BNB Chain et la Binance Smart Chain à l'époque. Et donc voilà, ça explose directement. Je l'achète, le lendemain, limite, il vaut 80 centimes. Donc je fais waouh, déjà j'ai quasiment. J'ai fait plus 50% sur mon investissement. Et à la base, on avait 800% d'APR. Donc si tu compounds, donc l'APR était énorme. Et donc j'ai pu farmer, mais je farmais un nombre de cakes énorme. Je crois que je farmais, je sais plus combien, c'était plus de 6 cakes par jour, je crois. Ok. Donc à l'ATH, le cake valait quasiment 50 $. Et donc ça a imprimé, ça a imprimé. Et c'est comme ça vraiment que j'ai pu mettre un gros pas dans les cryptos. Parce qu'avant, j'avais acheté, pile à mes 18 ans, j'avais acheté un peu de crypto. Mais tu vois, c'était en 2018, j'avais dû mettre 200 balles, un truc comme ça aussi. Et j'avais un peu, c'était le bear, plus trop grand monde en parlait. Et ouais, donc ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier. Et j'ai vu, en fait, bah voilà, je suis monté rapidement à un wallet à plus de 5 chiffres avec PancakeSwap. Et après, ça m'a lancé. Je me suis dit, waouh, c'est quoi cette folie, cette économie Et donc voilà, j'ai découvert la DeFi comme ça. Après, Ethereum, c'était un peu cher, mais j'ai pu un peu regarder parce que je m'étais fait un bon bag avec PancakeSwap. Et après, bah, évidemment, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Et c'est là que j'ai commencé à produire des vidéos sur la crypto, Ok. sur ma chaîne à la base de business en ligne. Une des vidéos les plus connues, c'est la vidéo PancakeSwap. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert, ça me fait très plaisir. J'ai été la première vidéo, il me semble, sur PancakeSwap, sur YouTube en niveau francophone. D'accord. Et donc à l'époque, il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui ont fait des gros trucs. J'ai pu rencontrer des personnes qui avaient fait des belles choses dans la crypto. Et elles ont commencé la crypto avec cette vidéo-là. Et après, en fait, j'ai vu que mon audience n'était pas forcément très réceptive, donc j'ai décidé de lancer une chaîne 100% crypto, mais j'ai pris un peu trop de temps, j'ai lancé à la fin du bull run. Donc malheureusement, mauvais timing. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu.
OK, ça marche. Bah, c'est Ouais, vachement Crypto Mafia France. ouais, c'est vachement intéressant parce que, bon déjà super tôt quoi, enfin 16 ans déjà dans les business en ligne avec les potes, j'ai l'impression que là, il y a un peu un changement, générationnel même par rapport à nous, enfin je veux dire, on n'a pas tant d'écart que ça, mais nous à 16 ans, c'était pas enfin, il y en avait un peu, ouais, tu avais des formations en ligne, tu avais des trucs, mais il y avait pas ce côté, ouais, make money online, alors après, tu vas peut-être nous dire quel est ton parcours et si tu fais ça à temps plein Ouais. aujourd'hui ou si tu as un boulot. Mais tu n'avais pas ce côté un peu, ouais, fuck le salariat, les études, machin, le système classique. Alors qu'aujourd'hui, même, tu vois, moi, pareil, j'ai un petit frère et il est déjà vachement là-dessus, à suivre du body time, à suivre des créateurs de contenu qui lancent des business et tout ça. Et donc, ouais, c'est marrant de voir que déjà à 16 ans, tu avais, un truc. Et du coup, tu as commencé avec PancakeSwap ou tu t'intéressais quand même aux fondamentaux avec Bitcoin et tout quand même. Sur la crypto, ouais, bah, en fait, quand j'ai eu 16 ans, quand j'avais 16 ans plutôt, j'ai vraiment bah, c'est là que j'ai commencé à regarder les vidéos de hacheurs et là j'étais en mode: «Putain, je vais acheter de la crypto, quoi». Sauf que j'avais demandé à mes parents, ils m'ont dit: «Tu imagines, tu 16 ans, donc déjà tu pas trop de thunes». Tu Ouais, leur dis: «Je veux mettre 100 €», ils font: «Bah non, faut que je mette ma carte d'identité, que je paye un truc bizarre sur internet». Donc ils avaient pas voulu. Mais après mon frère, qui a 8 ans de plus que moi, qui était à l'époque un peu geek, lui, avait acheté un peu de crypto aussi et au passage, je lui avais filé, je crois, 20 balles pour qu'il mette dans le XRP à l'époque et je crois qu'il ok. me les a jamais redonné. Après ça va, XRP, bon, ça a pas pumpé to the moon, mais ouais, donc lui, il s'intéressait pas mal aussi aux cryptos, et donc tu vois, voilà, je savais que c'est un truc qui m'attirait. Parce qu'en plus, quand j'étais petit, donc je sais pas, quand j'étais au collège, je devais avoir 12-13 ans, je jouais à Team Fortress 2 et je faisais du trading de skins. Donc en D'accord. fait, sur Steam, il y a le marché des skins et tu peux, les échanger, les revendre et moi je m'amusais à aller sur les serveurs et à tenter de négocier. Donc j'avais un skin, je sais pas, à 2 €, puis, tu vois, j'avais mis peut-être une carte bleue, je sais plus comment j'avais acheté mes skins, mais et j'ai été monté, monté, monté et à la fin j'avais un inventaire à plus de 400 balles et juste en faisant du trading d'items, quoi. Et Ok. donc tu vois, je pense que j'ai toujours eu ce petit côté un petit peu, Ouais, je sais pas, un peu essayer de faire du business, c'est ça. enfin, faire des échanges, des trucs comme ça. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est full time ou tu fais d'autres Ouais. trucs Ok. Alors en fait, quand j'avais, ouais, j'étais à l'IUT, parce que donc j'ai fait un bac ES général et Mhm. après donc je suis parti, à l'IUT en DUT GEA et à ce moment-là, j'avais lancé donc en fait, à l'époque, je montais des comptes Instagram, donc avec ce meilleur pote et après en fait, je m'étais lancé en tant que freelance sur, 5 € .com, que tu connais sûrement, maintenant c'est ComeUp, excuse-moi et donc je crois que j'ai quasiment bientôt 1000 avis dessus, je suis plus dessus mais et en fait, voilà, ça j'ai aidé pas mal d'entreprises, de projets, de comptes et donc ça, c'était ma première re vraie expérience à fond entrepreneuriale et après donc il y avait la chaîne How to Make Money Online et et en fait, ça a été, on va dire, ce vrai déclic parce qu'en fait, après le DUT, donc j'ai fait juste un semestre et ça m'a pas plu, Ok. donc j'ai drop out après et après je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Et je me rends compte que c'est le moment où j'aurais dû me dire: «Allez, je charbon» et finalement, j'ai pas trop travaillé pendant ces on va dire ces 6 mois de pause. Hem Et en fait, donc après je suis reparti pour un BTS de vente et j'ai fini en alternance et donc je vendais des voitures et donc là, j'ai découvert vraiment le monde du salariat Ouais. et j'ai vu que ça me plaisait pas du tout. Donc déjà, je suis pas forcément fan de voitures et le salariat, c'est là que je me suis dit: «OK, il faut vraiment que je sois à mon compte». J'ai eu un très bon, comment ça s'appelle, responsable. Mais sinon, voilà, les collègues m'ont fait des sales coups. J'ai vu des clients, mais qui te parlaient super mal. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai pas envie qu'on me parle comme ça. J'ai envie de me faire respecter. Et j'ai envie de choisir mes horaires. Et puisque c'était des horaires assez embêtantes, c'était 8h30, 19h. D'accord. Hmm. Donc voilà, c'était un peu embêtant, travailler le samedi. Et donc voilà, j'ai décidé vraiment à ce moment-là, ok, au bout de quelques mois, c'est pas ça que je veux faire. Donc voilà, et à la fin de cette alternance, bah, je gagnais assez pour pouvoir être full time. Ok. Bon, mais super. En tout cas, c'est vrai que la vente, c'est pas un monde facile. Ouais, surtout dans, ouais, dans l'automobile et tout ça. C'est clair que c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, t'es full time. En tant que créateur de contenu, quand même, tu fais un gros focus sur Twitter. J'ai l'impression quand on regarde un peu Ouais. tes contenus. Et d'ailleurs, je mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas hein, à aller checker tout ça.
Et pour faire le lien justement alors avec Twitter, pour toi, c'est quoi les réseaux sociaux qui sont les plus intéressants pour ceux qui nous écoutent, pour aller chercher de l'information, vraiment Web3, crypto, blockchain, OK, même peut-être un peu tech, où il faut aller? ouais. Alors juste avant, en fait, ce que tu disais, là, donc j'étais un peu plus focus sur Twitter. Là, ça fait un mois, tu vois, j'ai posté un petit peu moins sur Twitter, mais là, je vais bien reprendre, au mois de juillet et août et OK. pareil sur YouTube. Voilà, YouTube, c'est vrai que là, j'avais complètement un peu, on va dire, abandonné et là, je me suis mis un petit objectif cet été, c'est une vidéo par jour pendant juillet et août. Petit objectif, Ouais, gros. donc ouais, gros objectif et pareil sur Twitter, je vais reprendre sérieusement. C'est vraiment l'objectif de cet été et sinon donc comme tu disais, pour chercher l'information, je pense que ça va être vraiment sur Twitter qu'on va retrouver pas mal d'infos. Sur Twitter, tu vas avoir pas mal de personnes qui en fait, vont après en France, on va dire, tu vas quand même retrouver peu d'informations. OK. Attention, je mets des gros guillemets, mais c'est souvent sur le crypto Twitter américain, anglophone plutôt, que tu vas retrouver vraiment, tu vois, les alphas, tu vas retrouver des analyses très poussées, parce que vraiment, c'est la culture, quoi, on va dire. Et il y a beaucoup de francophones qui ont des comptes bah, qui parlent en anglais, parce qu'effectivement, c'est là où tout se passe. OK. Ouais, donc plutôt aller, chercher des comptes, anglophones, peut-être, ouais, un crypto américain. Parce que, ouais, je te pose cette question-là, donc tu me dis Twitter pour aller chercher pas mal d'infos, relativement qualitatives. Heu, Quand j'échange avec la commu sur, Twitter, il y a 2 problèmes qui ressortent assez souvent. La première, c'est l'arrivée, bah, des contenus sponsorisés, hein, qui est normal puisque, bah, il y a des projets qui se lancent, il y a des entreprises, donc qui cherchent à se faire connaître et donc, bah, à nouer des collaborations pour faire du marketing d'influence. Et donc très souvent, ça vient un peu, noyer le fil des lecteurs, enfin des personnes qui sont présentes sur Twitter. Souvent, on voit les mêmes entreprises qui ressortent en boucle sur tout le crypto Twitter francophone et autres. Et deuxième chose, beaucoup de redites aussi. On se rend compte qu'il y a une information, une actu ou un thread par exemple sur un projet, et très vite on va voir les autres comptes qui vont reprendre plus ou moins la même chose avec plus ou moins de détails, plus ou moins de précision. Et donc du coup, il y a un peu de bruit, on va dire, il y a un peu de perturbation quand tu fais tes recherches sur Twitter. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cet état des lieux, enfin, les retours qu'on me fait là-dessus, et comment on peut essayer d'éviter ça et d'aller vraiment à l'essentiel et on chope des trucs vraiment quali, quoi. Ouais, alors déjà, pour tout ce qui est placement de produits pour les influx, dans l'idée, c'est fini. Avec la C'est vrai. loi qui est passée en France, maintenant, faut avoir l'enregistrement PSAN, donc auprès de l'AMF. Donc, ça enlève une grande partie des placements. Honnêtement, à l'heure actuelle, c'est quasiment que des très gros exchanges qui vont l'avoir. Tu vas avoir, je sais pas, Swissborg, Binance, euh, je les ai même plus en tête, mais il y en a très très peu hein, qui l'ont, hein. Je crois ils doivent être 25 dans la liste ou 35 max. Ok. Donc après, en plus, c'est des entreprises que tu connais pas forcément, qui vont être plus institutionnelles, mais il y a quand même très peu de projets crypto qui ont cet agrément, qui ont l'enregistrement, juste l'enregistrement, je veux dire. Et après, normalement, chaque créateur de contenu, ils le font pas tous, normalement, tu es censé indiquer dès le premier tweet que c'est un tweet sponsorisé. Donc avec le hashtag sponsorisé, collaboration ou partenariat. Ok. Donc faut savoir, normalement, tu es vraiment obligé de mettre un de ces trois hashtags-là. Et c'est bien un hashtag et c'est dans le premier tweet. Donc ça te permet quand même, je pense, en tant que consommateur, de très rapidement quand même faire le tri. Après, dans l'idée, j'espère que bah, quand tu as un influx ou un média, etc., tu fais quand même un minimum de due diligence et tu vas pas accepter n'importe quel projet. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que, enfin, quand je dis partenariat, ça peut être des très bons partenariats qui apportent de la valeur à la communauté parce que c'est ce qu'ils peuvent rechercher et tout ça. Mais c'est que pour l'instant, l'univers l'écosystème est encore un peu jeune et on a l'impression que quand il y a un placement de produit d'une boîte, tout le crypto Twitter francophone fait le même, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore un peu trop de segmentation marketing, il n'y a pas trop de ciblage et on Ouais. arrose un petit peu à des tarifs, je pense, très, très compétitifs, enfin compétitifs dans le sens des tarifs très, très faibles, hein, et qui sont rapidement acceptés aussi par les créateurs de contenu. Et c'est ça qui crée un peu ce bruit, mais effectivement, déjà, en étant alerté dès le premier tweet qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé, tu peux prendre le recul nécessaire derrière, ouais, effectivement. Mm. Par contre, je suis d'accord avec toi aussi. Souvent, les projets vont arroser tous les influx. Donc, c'est pour ça que tu vas vraiment avoir l'impression de voir le placement partout.
et que ça soit un influenceur plus DeFi, un influenceur plus NFT limite. C'est vrai que là-dessus, malheureusement, nous, on voulait, donc c'est un service qu'on propose avec l'agence. C'est un service qu'on peut pas proposer en tout cas sur le marché francophone. Mmh. Ou en tout cas pour l'instant, on préfère pas proposer tout de suite sur le marché francophone avec la loi parce que c'est pas très clair. Est-ce que les projets NFT on peut y aller? Ou voilà, c'est pas clair donc on attend. Mais c'est vrai que je pense que les projets devraient quand ils font du marketing avec des KOL, donc les Key Opinion Leaders, donc des influx quoi. C'est vraiment important de choisir des gens qui soient adaptés. Donc, par exemple, s'il y a un profil qui est hyper DeFi, tu vas pas aller proposer un, tu vas pas aller lui proposer un partenariat si toi, ton projet, c'est un truc, je sais pas, qui s'adresse vraiment aux débutants et qui est pas vraiment en rapport, quoi. Ouais, OK, très centralisé ou Ouais, voilà. Parce que mmh. si de la commu, elle va dire, mais d'habitude, tu nous parles de comment conserver soi-même ses cryptos, de faire des nodes, plein de choses comme ça. Donc, ça match moyen. Ouais, tu peux avoir des incohérences effectivement entre les 2. On aura l'occasion, hein, de revenir sur ce que tu proposes un peu avec l'agence Bluestone. Ouais, c'est clair que c'est la réglementation, il y a encore il y a encore des choses qui vont arriver, encore très jeune, donc il vaut mieux être prudent là-dessus. Et toi, pour faire la distinction, parce que tu as ce côté entrepreneur, tu fais agence, mais tu as aussi tes propres contenus à toi, que ce soit sur YouTube, sur Twitter. Est-ce que tu as déjà été contacté par des entreprises? Est-ce que tu peux raconter un peu pour ceux qui nous écoutent, quel est le profil de ces boîtes? Est-ce que c'est des boîtes très jeunes? Est-ce qu'ils tâtonnent un peu? Enfin, tu vois, comment ça se passe un petit peu une relation comme ça de partenariat entre un créateur de contenu et une entreprise orientée Web3, assez innovant? Ok. Ouais, c'est une super question. Honnêtement, je trouve que c'est une super question parce qu'il y a plein de personnes qui imaginent des choses ou qui ont des a priori, qui savent pas trop comment ça se passe. Donc, je vais vraiment tout te dire. Je vais tout Parfait. dévoiler. Faut savoir tu passes par pas mal d'agences. Donc, je vais pouvoir les citer, hein, on a déjà travaillé ensemble et c'est des personnes avec qui j'ai l'occasion souvent de discuter. Donc, par exemple, tu vas avoir Markchain, qui est une boîte assez connue dans le marketing Web3. Tu as par exemple la boîte de Asher, H Consulting. Tu vas avoir voilà, pas mal de boîtes comme ça. Et en fait, euh, tu rentres en contact avec elle. Donc, soit elle te repère, soit tu peux directement aller les contacter quand tu es créateur de contenu. Peu importe la taille de ton audience, souvent on dit qu'il faut à peu près au moins 2000 abonnés pour commencer à pouvoir faire quelques placements. Après, évidemment, hein, c'est pas avec 2000 abonnés que tu vas faire des placements et Bien gagner sûr. ta vie. Mais donc, c'est à partir de ce nombre d'abonnés que tu peux commencer à faire des choses. Donc, ces agences-là, elles ont des clients qui viennent les voir. Donc, en fait, c'est comme ce qu'on voulait faire sur le marché francophone avec Bluestone, donc on va le faire, mais sur le marché international. Tu as des projets qui viennent te voir et qui te disent on a envie de faire du marketing. Donc, ça va être un des axes de croissance que tu peux leur proposer. Et donc, les boîtes de marketing disent tout simplement bon, on peut vous plugger sur X influenceurs. Donc, souvent, évidemment, tu demandes leur budget. L'agence, elle prend une commission sur ce budget parce que derrière, c'est elle qui fait la mise en relation, elle s'occupe de choisir les bons influenceurs, Bien sûr. euh, de faire un brief pour l'influ, elle fait la due diligence, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire quand même. Et l'influ, comme ça, bah, lui, même si il sait que l'agence prend une part, bah, normalement, l'agence a fait des recherches sur le projet. On lui apporte aussi, donc comme ça, il n'y a pas besoin de faire tout le tri parce que quand tu es créateur de contenu, tu te fais vraiment spammer pendant le bull run, c'était abusé, hein. Ce que j'allais te C'était des dire, ouais. dizaines et des dizaines de mails par jour. Et c'était des mails, mais des scams, quoi. Mmh. Limite, on te disait, on est un projet scam, on peut te payer très très cher. Et C'est ouais, on a déjà dingue, fait des bonnes propos, quoi. c'est Pour des dingue. projets NFT, mais c'est des trucs bidons. Ouais, tu pousses une collection bidon ou un token et ils te donnent un bon billet pour que C'est tu, ça. tu pousses le truc et après eux ils se barrent une fois qu'ils ont fait Ouais, leur profit, quoi, en gros. tout à fait. Ouais, Donc voilà, ou sinon, tu vois, après, on va souvent. Ce qui est bien avec les agences, c'est que souvent, tu vas pouvoir être payé aussi en fiat. Donc, tu vas leur faire une facture. Quand tu passes par directement les projets, ils vont essayer de te payer en crypto. Pas forcément, hein, ils vont essayer de négocier pour t'envoyer ça comme ça, tu vois, un peu sous le manteau. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de passer par les agences. C'est elles qui s'occupent de pas mal de choses. Mais après, effectivement, il y a plusieurs deals que j'ai pu faire en direct. Parce que parfois, tu as des bons projets qui te contactent en direct, hein. Attends, je suis en train de te chercher un bon projet que j'ai eu en direct. C'est vrai que les meilleurs, quand même, je les ai eu via des agences. ok.
Et c'est vrai que bah, les agences, par contre, aussi, ce qui est intéressant, c'est que si tu sais, par exemple, si tu sais qu'un mec bosse pour souvent avec cette agence-là, donc par exemple, je sais, il y a pas mal de personnes qui vont travailler avec Markchain, bah, si je vois que mon ami Crypto Farmer a fait un placement, je peux aller lui demander est-ce que c'est avec Markchain? Et s'ils me disent oui, j'ai envoyé un message à Markchain. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, je peux contacter et leur proposer. Mmh. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec le projet aussi? OK. Ouais, il y a quand même ce travail de mise en relation et tout ce côté cadrage, le fait de faire matcher les bonnes entreprises avec les bons créateurs de contenu et ça te fait gagner et du temps et ça te permet d'avoir peut-être de nouvelles opportunités qui se libèrent par rapport à des échanges en direct. Mais, c'est super intéressant que tu parles aussi des scammers et des nombreux contacts qu'on peut avoir, même Amber, hein, d'ailleurs, enfin moi j'en reçois comme tu dis, quasiment tous les jours et les mecs s'en cachent même pas quoi. Ils te disent concrètement que leur truc est bidon, mais que si tu les C'est aides à sûr. pousser le truc, et c'est dangereux d'ailleurs. Enfin, c'est justement pour moi, c'est un truc, à voir ce que tu en penses, mais quand on est dans cette optique de démocratiser un peu l'univers des crypto-monnaies, des NFT au plus grand nombre, vraiment sensibiliser aux bonnes pratiques sur protéger ses actifs et tout ça, c'est le genre de truc qui ralentit complètement et qui peut dégoûter des dizaines de personnes, quoi. Ouais, sachant qu'en plus, bah, si tu fais la promo d'un projet qui fait un rug, derrière, tu vois, ta commu peut t'en vouloir. Après, il y a des fois où, par exemple, tu vois, moi j'avais fait, je crois, j'avais juste parlé de FTX une fois dans une vidéo, une de mes premières vidéos. Et c'était vraiment, je sais pas, 2 ans quasiment avant ou plus d'1 an avant on va Ouais. dire le rug Puis de Sam. c'est compliqué, ouais. En plus, FTX, alors pour ceux qui connaissent pas, hein, c'était une grosse plateforme d'exchange La centralisée, deuxième. la deuxième mondiale, ouais, effectivement. Donc beaucoup de personnes ont été impactées et avaient des cryptos dessus. Et puis, bon, finalement, voilà, on s'est rendu compte que l'entreprise était insolvable et donc il y a eu des fonds gelés et beaucoup de personnes qui ont perdu tout ce qu'ils possédaient sur la plateforme. Et c'est là où tout ce qui est Play Ledger, tout ce qui est Cold Wallet a pris de l'ampleur. Et là, voilà, exactement, le truc à avoir quand même. C'est vrai que quand tu connais pas, les exchanges, c'est pratique. Tu te connectes, tu crées ton compte, que ce soit Binance, Crypto.com, peu importe. Et voilà, et tu fais tous tes trucs dessus. Mais après, tu te rends compte très rapidement que dans cette optique de décentralisation et qui est un peu à la base des valeurs Bitcoin, il faut vraiment posséder directement ses actifs sur des wallets comme Ledger, comme tu as pu le montrer. Mais pour revenir sur FTX, quand tu as fait cette vidéo, c'est pas un scam au sens propre, c'est une entreprise qui s'est viandée, volontairement peut-être, mais personne ne pouvait le prédire, quoi. Enfin, Mhm. c'était Mais pas... je voyais, après, c'était pas sponsor, mais même, tu vois, ça aurait pu. Il y a des exchanges avec qui, tu vois, on bosse, on fait parfois des choses. Je t'ai fait pas mal un moment avec Binance. Ouais. Et en ce moment, il y a pas mal de FUD sur Binance. Euh, Honnêtement, j'ai pas trop suivi l'affaire là ces derniers jours, j'ai pas eu le temps. Mais c'est ça le truc, c'est à tout moment, imaginons qu'une entreprise s'écroule. Je ne souhaite pas que Binance s'écroule, mais est-ce que ça fait de moi, j'allais dire un mot vulgaire, mais de moi un enculé qui a abusé de sa commu en faisant la promo d'un scam? Je pense pas quand même, parce que là aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que à la base Binance c'est quelque chose de fiable, ils sont régulés, ils font bien les choses. En tout cas, moi c'est une plateforme que j'apprécie bien, donc j'espère que ça tiendra et que tout ce qu'on entend en ce moment c'est que du FUD, quoi. Comme Ouais. dirait Sizi, le fort. C'est fort. Non, mais ouais, c'est ça qui est délicat, c'est qu'on est aussi dans c'est un monde qui évolue en permanence, tout reste à construire plus ou moins et donc il y a des trucs qui fonctionnaient très bien, il y a quelques mois ou encore aujourd'hui et qui peut-être seront obsolètes dans quelques temps et tu peux pas dire forcément là que tu as trompé ta communauté. C'est comme quand si tu présentes un nouveau projet, moi par exemple je parle de projets sportifs ou des applications mobiles qui tournent autour des cryptos et des NFT, c'est des toutes petites startups, il y en a qui démarrent. En fait, ouais, une startup, ça a 9 chances sur 10 de se viander. Donc, Ouais, c'est ça, exactement. voilà, je vous présente un projet. Aujourd'hui, il est C'est des sympa. La startups. team a l'air, voilà, on a fait nos recherches. Ça a l'air quand même, les mecs taffent fort dessus. Mais après, s'il faut, dans 2 ans, on y retourne et le site web, il n'existe plus, quoi. Enfin, tu vois, c'est sûr. C'est un peu la difficulté. Mais ouais, attention un peu aux influenceurs sur les mêmes coins, sur les trucs comme ça. Ouais. Ah, bah là, souvent, sur les mêmes coins, on les a vus, hein, les mecs, sur PP, hein. Ça fait des vues, hein. Ouais. Moi, même moi, j'ai tweeté vite fait sur PP. Après, par contre, j'ai pas dit d'en acheter, hein, surtout. J'ai pas du tout conseillé d'en acheter. Mais effectivement, tu vois, j'ai tweeté un peu sur PP parce que
bah, quand tu tweets sur un truc trendy, ça, en général, ça fonctionne bien. Mmh. Donc aussi, c'est pour ça que ça a été, c'est monté autant, parce que c'est un cercle vicieux, tu vois. Plus Ouais, les ça gens en parlent, communique, ouais. plus c'est... Toi aussi, si t'en parles, tu vas avoir de la hype. Donc en fait, t'es limite obligé d'en parler. Et en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et bah, le token est rentré dans le top 40, quoi, market cap. Ouais, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est en moins de 3 semaines d'existence. C'est Mmh. là que tu te dis, waouh, la crypto, ça a une puissance. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais, puis ça monte, ça communique. En plus, Pépé, bon, tout le monde connaît les mèmes, qui vont avec, donc ça en parle et comme tu dis, ça continue de monter, donc ceux qui étaient en mode: «Ah non, c'est quoi ce truc? Laisse tomber». Ah ouais, mais ça monte, alors peut-être que et puis au fur et à mesure, tu engranges de plus en plus de personnes et puis ça fait un petit effet boule de neige, un peu fou, mais bon, effectivement, très volatile et puis la valeur derrière, bon, c'est fun, Hmm. quoi, on va dire, mais voilà. Mais là, c'est compliqué. Là, j'ai vendu tous mes actifs pour acheter pour all-in sur PP quand il était au top, au moment du listing sur Binance. C'est pas Et là, vrai. je me retrouve à la rue, quoi, quasiment. Tu non, tu as fait ça? Mais évidemment que non, évidemment que non. On fait des petits pranks. Mais non, non, mais ouais, je comprends pas. Il y a des gens T'en qui as qui investissent font, quand t'en as qui c'était font. quand on était à 40 en 40e place de market cap. Je sais plus ça représentait combien, mais en plus j'avais tweeté un truc en mode mais putain, mais c'est qui continue à investir quoi. Et il y avait Mmh. un mec qui m'avait répondu en mode premier degré. On peut peut-être encore faire, je sais plus un, c'était x4 ou x5 et on serait comme le Shiba quoi. Et je lui ai dit mais Mmh. mec, est-ce que ça vaut le coup pour faire un x4 ou je sais plus un x5? Parce que derrière, le ratio, il est pas bon. Le risk-reward, il est pas bon. Tu peux te péter la gueule, et la preuve, voilà, il s'est pété la gueule. Et c'est très douloureux, je pense, pour les gens qui ont investi en PP. Après, je vais rien dire, moi, pendant la hype des shitcoins, j'ai investi dans Jeff, j'ai mis 800 balles. Et aujourd'hui, je crois que ça vaut 30 balles. Oh là là. Après, c'est l'expérience aussi, hein. Quand tu connais pas, c'est les premiers trucs, ça pète de partout, tu peux te laisser Mm. tenter, voilà, hein, J'ai tenté, à chaque fois que je tentais les shitcoins, je me suis toujours fait baiser. tant que ça Je te met sais pas, pas, tant j'ai que ça te perdu met pas plusieurs dans milliers d'euros dans des conneries comme ça. Là, je me suis dit, c'était le dernier. mmh. C'était vraiment le dernier où je ape comme ça, quoi. C'est comme la WWE, ne faites pas ça chez vous, c'est Ouais, pas ouais, c'est ça. pas terrible. On va en parler un petit peu sur, ben, pour ceux qui nous écoutent, hein, les bonnes pratiques ou peut-être les leçons que tu as pu tirer de ton expérience dans le Web3. Mais pour revenir sur ta partie agence, donc tu as cofondé avec Alexandre Dinomé l'entreprise Bluestone. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Comment tu as eu cette idée peut-être avec Alexandre de créer cette Ouais. agence-là et quels sont les services que vous proposez? Ouais, alors, comme je t'avais dit à la base, il y a 4 ans, 4-5 ans, donc moi, un de mes premiers vrais business, c'était d'aider les entreprises et des influenceurs, etc., à développer leur compte sur Instagram. Donc j'ai pu... il y avait une grosse agence qui me déléguait par exemple des audits ou des petits services par rapport à Instagram pour des gros influenceurs de télé-réalité à plusieurs millions d'abonnés. OK. Donc c'était vraiment moi j'étais content parce que je voyais que on reconnaissait quand même mon expertise là-dessus. Aujourd'hui Insta c'est un truc qui m'a vraiment saoulé parce que pour avoir les résultats c'est très compliqué et aujourd'hui ça va être surtout en fait des reels hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc c'est vraiment un truc que j'ai arrêté mais c'était vraiment hyper intéressant et bah, à l'époque j'avais toujours eu cette idée de lancer une agence vraiment parce que là j'étais vraiment en mode freelance mais de vraiment lancer mon agence et de faire en fait comme les mecs qui me déléguaient les influx. Et OK. de faire en fait une agence d'influx où comme ça derrière je m'occupe un peu des comptes et surtout derrière je prends un pourcentage donc sur les placements qu'ils pouvaient faire. Et j'ai toujours eu cette idée en tête. Surtout qu'après sur TikTok pareil, sur TikTok j'avais été un des premiers, tu vois, je pense quand même en mode du business en ligne à m'y intéresser. Et c'était pendant le confinement. J'avais lancé un compte, c'était des petites vidéos un peu pas humoristiques, je vais pas trop m'en vanter, mais j'ai été monté à 40 000 abonnés, un petit peu moins de 40 000 abonnés en 30 jours. OK. Waouh, ouais. Et c'était trop facile, quoi. J'avais fait une vidéo, dis-toi qu'en France, à ce moment-là, il y avait 4 millions de personnes sur TikTok, en France, et j'avais fait 1,4 million de vues sur une vidéo. Ah ouais, Une de mes vidéos. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'une personne sur quatre en France. Après, je dis en France, mais voilà, c'est francophone. Mais je pense qu'il y avait une personne sur quatre en France qui avait vu ma vidéo. tu hacké le truc, quoi. Ouais, c'était une vidéo de hyper nulle. Mais en fait, j'avais compris les codes. C'était en fait une vidéo j'attends devant une porte avec une rose. Et c'était à la Saint-Valentin. Et après, j'avais invité mon ex au resto. Et au resto, tu vois, genre, je sors mon téléphone à un moment et je vois la vidéo, elle est à 50 000 vues.
et je refresh, je vois, elle a 60 000 vues. Et là, tu vois, je suis dans le resto et je fais, je crois que la vidéo, elle perce. Là, il y a un Et en truc là. fait, c'était en fait, c'était un TikTok où j'attendais devant une porte et je fais, je crois que ma copine, elle arrive, je vais lui offrir cette rose. Et en fait, c'était pendant 1 minute, j'attends comme un con. Et à la fin, c'est marqué, pendant une microseconde, un petit texte, c'est marqué, personne ne viendra. Et en fait, à l'époque, sur TikTok, tu pouvais pas avancer ou reculer. Et donc, en fait, les gens qui avaient pas lu le message à la fin, ils devaient se retaper toute la vidéo. Et j'avais fait en sorte, tu vois, pour pas que les gens partent de la vidéo, je disais un petit truc en mode, je crois elle arrive, tu vois, je disais des petits trucs comme ça pour essayer de garder en haleine les gens et pour garder le watch time, parce que vraiment à l'époque, tu vois, j'avais compris que c'était le watch time qui était important, donc je faisais plein de vidéos un peu connes comme ça, et ça marchait. Et la vidéo, ouais, en 3 jours, 1,4 million de vues, C'est incroyable. c'était énorme. Ok. Et donc à ce moment-là, donc pareil, j'ai découvert qu'il y avait des agences qui géraient des influx, donc moi j'étais en mode, putain, mais il y a vraiment des trucs à faire, et j'avais pu discuter avec un des mecs qui faisait ça. Et, euh, et donc voilà, après j'arrive, voilà, on continue, on continue. Je rentre dans le milieu du Web3. Et là, tu vois, quand ils ont annoncé que à tout moment, mon business model, donc qui était principalement donc l'affiliation, des placements de produits, allait potentiellement s'arrêter, je me suis dit, putain, c'est quand même bête que une grosse partie de mes sources de revenus dépendent de ça. Et en plus, je sais que c'est pas forcément terrible parce que c'est-à-dire que s'il y a un bad buzz, éventuellement, bah, cette source de revenus, elle peut s'arrêter. Si je me fais Mhm. ban un de mes comptes, ça peut s'arrêter. Donc, même un shadow ban. Oui. C'est voilà, plein de choses qui peuvent faire que tout s'arrête très rapidement. Donc, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à un nouveau truc. Et donc, l'agence était encore dans ma tête. Et à ce moment-là, je suis à la NFT Paris, je crois. J'avais déjà l'idée je me suis dit, pourquoi pas faire une agence dans le Web3 pour gérer les influx Web3. Et donc, Alexandre, je l'avais déjà rencontré quelques fois. Il faut savoir que lui, c'était un des mecs, quand je me suis intéressé au business en ligne, donc, que je suivais. Parce que c'est on va dire, un OG. Il est là depuis vraiment le début sur les vidéos How to Make Money Online sur YouTube FR. Et donc, je l'avais découvert comme ça. Et je le découvre à un événement, on s'entend très bien, on rigole bien. Et après, en fait, je sais pas, on arrive à parler de l'agence. Et il me fait, mec, je voulais faire la même. Et là, on se Ok. fait bien, on se fait un appel la semaine prochaine. Et on en discute. Et voilà, le courant est bien passé. Et on a décidé de lancer Bluestone. Trop bien. Ok. Ouais, très belle histoire. Ouais, un truc que tu gardais en tête depuis pas mal de temps. Et là, finalement, ton intérêt pour le Web3 fait que tu te dis, bon, c'est Ouais, c'était le l'occasion. moment. La rencontre avec Alexandre et tout. Trop bien. Et quand je vais sur le site web, alors moi je vois beaucoup Twitter, que vous proposez des accompagnements par rapport à ce réseau social-là. Est-ce que vous proposez, enfin, quels sont vos services concrètement? Il y a une entreprise, comme on disait tout à l'heure, c'est une entreprise Web3. Est-ce que vous faites Web2 aussi? Parce que c'est peut-être pas Non. précisé, mais Ouais, ça va voilà. être juste Web3, Ok. parce que c'est ce qu'on aime, on aime bien être dans le Mhm. Web3, même au niveau du réseau, ça apportera, on veut rester là-dedans, parce qu'un client après, bah tu vois, dans le Web3, c'est hyper communautaire, et donc après, un client, tu vois, souvent il a du réseau aussi dans le Web3, donc on a envie de rester là-dedans, et Ouais. aussi parce que bah on a nos comptes qui ont une certaine popularité, hein, je mets bien des guillemets, et en fait, il faut savoir que notre premier client, par exemple, on l'a trouvé, parce que c'est un client qui est venu à la base vers moi, et qui me dit, salut Edgar, on voudrait faire un thread giveaway avec toi. Je leur dis, ok, on peut peut-être discuter. On fait un call et après, en fait, l'agence n'était même pas créée, hein. Je leur dis, je suis en train de créer une agence. Et il me fait, bah attends, ça pourrait nous intéresser. Et finalement, on a discuté, ça a été notre premier client. Donc, Ok. pour la gestion de leurs réseaux sociaux, Twitter, et donc dessus, on fait du community building. Et au niveau des services qu'on propose, il y en a trois. C'est community building. Donc, en fait, c'est le fait vraiment de monter une communauté. Donc, c'est sur Twitter qu'on va surtout proposer ça. Donc, après, il y a aussi Discord. Tu vois, c'est un écosystème hein, pour monter une communauté. Donc, en fait, tu vas aller vraiment interagir avec les gens. En fait, souvent, tu vas avoir le community manager qui va mettre voilà, ses posts et qui va vite fait répondre. Mais là, l'objectif, c'est vraiment d'interagir. Donc, par exemple, tu vas aller même DM les personnes, tu vas bien répondre, tu vas essayer vraiment de chercher à créer ce sentiment d'appartenance. Il y a pas mal de stratégies. Par exemple, tu vois, la grosse collection NFT. Par exemple, je sais pas, moi, les Azuki, ils vont mettre, tu vois, même le petit emoji. Euh, alors, je sais plus, tu sais, le gate japonais, là, Ah la oui. porte. Ouais. Et par exemple, pour Memland, c'est le petit drapeau pirate. Ok. Et donc voilà, tu vois, t'as tous ces petits aspects-là, tu vois, où tu essaies de vraiment mettre en avant la commu et de créer cette communauté. Donc ça, c'est le premier service. Ensuite, on va avoir donc les KOL, donc management. Donc c'est le fait de gérer les influx. Et aussi, donc ça, il peut y avoir de la PR, donc de la relation presse. Euh, donc ça, malheureusement, la partie FR pour l'instant est écartée. Mais après, on peut gérer avec des influx.
qui ne sont pas forcément francophones, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur la partie francophone, malheureusement, bon, en ce moment, c'est en stand-by. Ouais. Et le dernier service proposé, c'est le Collab Management. Donc en fait, le Collab Management, c'était un projet qui vient de voir. Et en fait, tu vas aller chercher des collaborations. Donc par exemple, avec d'autres projets, pour faire des amas, avec des AFA Group, pour héberger aussi encore des amas, pour mettre en place des synergies sur Twitter, pour peut-être faire un giveaway. Et je sais pas si tu as un projet green, un projet Web3 green, tu peux en trouver un autre. Vous n'êtes pas forcément concurrents trop directement. Et en fait, ça, c'est une bonne synergie. Et les gens qui vont être là, s'ils sont intéressés, on va dire, par le côté, on va dire, protéger l'environnement, bah, ils vont bien matcher avec le projet, l'autre projet. Donc ça va être très intéressant et ça va être une source de croissance hyper intéressante. OK, donc vraiment, en gros, vous pouvez aller sur du très spécifique si l'entreprise, elle a un besoin, voilà, par exemple, aller trouver des créateurs de contenu pour faire des partenariats, du marketing d'influence, comme, faire un truc clé en main. Si je comprends bien, il y a même une entreprise qui a peut-être une idée de produit ou qui veut développer quelque chose, mais elle démarre de zéro sur Twitter, sur Discord, peu importe, et vous, du coup, vous pouvez, l'accompagner de A à Z dans sa stratégie, réseaux sociaux, quoi. Ouais, dans l'idée, on peut vraiment l'accompagner. Après, exemple, on va pas l'aider par exemple sur la partie tokenomics. Après, on peut renvoyer, on connaît des bonnes agences qui sont vraiment spécialisées par exemple sur la tokenomics, mais par exemple, on s'occupe pas de la tokenomics. Pour l'instant, on s'occupe pas non plus, par exemple, de la création du website, parce qu'on a vraiment décidé de se focus sur trois services principaux. Ouais, très, très réseaux sociaux, du coup, Principaux. création de contenu. Ouais. OK. Alors, sans dévoiler peut-être tous vos secrets et toutes vos compétences, là-dedans, est-ce que tu peux peut-être donner, des ingrédients, pour une entreprise ou même un créateur Web3 qui, veut avoir de bonnes performances quand il décide voilà, il a une idée à partager ou il veut donner de l'info, de l'actu, peu importe. Il veut créer des contenus, engageants et avoir de bonnes performances sur les réseaux sociaux. Est-ce que voilà, tu aurais des grandes guidelines ou des Ouais. recommandations pour ça? Alors, je vais en citer quelques-unes. La première, ça va être d'optimiser, on va dire, le profil. Classique. Donc, bonne photo de profil, bonne bannière, bonne bio. Ça peut paraître simple, mais il y a plein de gens qui l'ont pas forcément optimisé. Et en plus, tu vois, je dis ça et je le sais, je pré-shot. La mienne actuellement n'est pas optimisée. Mais attention, il y a un gros rebranding qui arrive. Et en fait, je vais pas changer maintenant parce que j'attends, en fait, je vais changer avec une PFP, donc avec un NFT, D'accord. sur Twitter. Parce que sur Twitter, tu vois, en tant que créateur de contenu, c'est vraiment hyper intéressant de mettre un NFT si tu veux pouvoir réseauter, que les gens comprennent vite dans quelle communauté tu appartiens, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant de mettre un NFT. Donc là, j'attends un petit rebranding parce que je scrute une grosse collection, en tout cas une belle collection, et j'attends de trouver vraiment la PFP qui va me faire kiffer. Et après, OK. donc pareil, le nom et la bannière, tout va être modifié. Mais donc voilà, bien optimiser nom, bannière, l'arrobase, euh, je sais plus si je dis la PFP, voilà. Il faut vraiment optimiser tout ça. Au niveau de la bio, il faut être clair, concis, essayer de mettre des mots-clés. Euh, et je vois, il y a des gens, parfois, ils ont des arrobases, mais hyper compliqués avec plein de chiffres. C'est vrai? Euh, Mmh. Tu vois, je sais pas, j'ai pas envie de le citer, mais ouais, je connais quelqu'un qui a un pseudo avec plein de chiffres et je me dis, mais vraiment, quand je dis plein de chiffres, c'est plus de 6 chiffres. Je me dis, c'est bizarre, il faut mieux, effectivement, avoir quelque chose d'assez simple. Le mieux, c'est plus c'est courant. Ouais. Ensuite, donc quand ça c'est optimisé, donc aussi on peut faire une petite astuce avec la localisation. Donc la localisation pour dire par exemple clique ici et après en fait il y a le lien qui va apparaître. Donc petit appel à l'action comme ça on comprend bien. Ensuite on va avoir le fait de poster régulièrement. Vraiment c'est primordial parce que là tu vois avec le lancement de Boostone, avec les premiers clients, c'est vrai que là j'ai pas forcément pu me concentrer sur mon compte. Donc là tu vois le dernier mois c'est vrai que j'ai pas été très actif et je l'ai vu directement au niveau de mes stats, ils se sont explosés. D'accord. Aujourd'hui, tu vois, quand je faisais un mauvais tweet, pour moi, c'était 5000 impressions, c'était vraiment un très mauvais tweet. Et là, je fais des 2000 impressions parfois. Ouais, Donc, d'accord. tu vois, vraiment une chute énorme. Et donc là, ça me fait mal, mais je sais que voilà, il va falloir que je reprenne concrètement. Et pareil, voilà, tu vois, là, je suis en train de programmer là, tous mes posts que vraiment, je te dis, là, juillet, août, avec les vidéos YouTube, etc. Je vais vraiment bien construire quelque chose. Mais là, pour l'instant, tu vois, je vois que c'est dur. Mais après, il y a plein d'exemples où, pareil, bah, l'engagement de plein de personnes que je connais était au plus bas. Et en fait, il n'y a pas vraiment de secret, hein. Le secret, c'est poster, poster, poster. Les gens vont vous avoir en tête.
plus les gens vous voient, hein, plus en plus ils créent un sentiment par rapport à vous. Donc c'est hyper important. Et aussi, donc, il faut apporter de la valeur aussi. Il y a le quantitatif, mais il y a aussi le qualitatif. Donc, essayer de poster du contenu qui apporte de la valeur. Euh, Moi, je conseille, ce serait, je pense, au moins un thread par semaine si vous êtes créateur de contenu. Et même pour un projet, hein, il y a des threads qui sont possibles pour expliquer un mécanisme, je sais pas, un mécanisme je sais pas, si vous êtes un play to earn du jeu, expliquer, je sais pas, que vous êtes backé par tel VC et un peu expliquer, tu vois, une histoire. Vous pouvez, comme on dit, building public. Donc en fait, vous pouvez expliquer, voilà, les difficultés qu'on a rencontrées. On a voulu faire ça et on a échoué, tu vois. Ça peut être cool de raconter ça. Et en Mmh. plus, tu vois, il y a peu de projets qui font ça, donc ça peut être très intéressant. Et le dernier conseil que je vais pouvoir donner, ça va être de faire des interactions, d'interagir, de networker. Et ça, je pense que c'est le plus important. Déjà, en fait, tu vois, il y a trop de projets. Et en fait, c'est comme ça souvent que nous, on trouve des projets et qu'on prospecte des projets. En fait, on va dans leurs replies. Donc, ouais, tu peux voir les réponses s'ils posent des réponses, les projets. Ouais. Et en général, il y en a plein, tu vois, qui ne répondent à rien. Et là, tu es en mode, mais attends, je vais dans les derniers posts qu'ils ont fait. Il y a des gens, par exemple, je sais pas, sur des launchpads. Il y a des launchpads qui. Les launchpads, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des plateformes crypto qui permettent à des plateformes de lever des fonds. Et en fait, eux, comme ça, ils prennent une commission sur la levée. Et comme ils sont assez réputés, qu'il y a des bons average, donc des bons retours sur investissement, voilà, ils arrivent souvent à lever les 200, 300 000 par projet. Et donc, souvent, tu vois, les gens ils disent par exemple, c'est quand que ça se passe, tu vois, la IEO. Pas la IEO, mais comment ça s'appelle après, ça dépend des plateformes, il y en a plein qui mettent des noms, etc. Mais voilà, c'est quand qu'on va pouvoir acheter cette crypto-là. Et les projets ne répondent même pas. Tu vois, le Launchpad ne répond pas. Et ça, c'est trop dommage parce que c'est déjà une personne, c'est-à-dire qu'elle était vraiment intéressée pour poser la question. Peut-être que, exemple, dans le cas du Launchpad, elle allait donc acheter le token du Launchpad. Souvent, faut acheter le token du Launchpad pour avoir une certaine allocation chez ce Launchpad-là. OK. Et aussi, c'est peut-être pas la seule personne qui se posait cette question-là. Et si une personne elle voit qu'on répond pas, elle va se dire bah, je vais pas poser la question parce que cette personne-là, on ne lui a pas répondu. Et donc pour moi, c'est essentiel. Déjà, c'est le minimum syndical, c'est de répondre à tous les commentaires. Après, s'il y a des commentaires, juste un emoji, bon bah, on met au moins un like, tu vois. Mmh. Mais voilà, répondre à la plupart des commentaires des personnes qui vous suivent, ou que vous soyez un créateur de contenu, ou même un projet. Et donc ça, c'est hyper important. Je vois, il y a trop de projets qui ne répondent pas. Il faut essayer de faire une réponse sympa, que la personne se sente, on va dire, valorisée, qu'on réponde à ses problèmes. Euh, et aussi, c'est ce qu'on va appeler la technique du reply guy. Donc en fait, c'est le fait de tout simplement aller interagir avec les gens. Twitter, c'est un réseau social, hein, je le rappelle. Et donc, c'est important de ne pas juste produire du contenu. On va aller tout simplement. Donc surtout, on le voit sur le crypto Twitter anglophone avec la culture du GM, le good morning. Ah oui, Euh, c'est vrai. En France, personne ne le fait. Mmh. Vraiment, quasiment. J'en fais de temps en temps, parce que perso, je suis pas mal cet écosystème-là, mais il y a très peu de personnes qui font ça. Il y a en France, il y a quelques comptes qui vont le faire. Je salue au passage le Frenchie avec son podcast Proof of Talk qui fait des BJ, donc pour bonjour, qui OK. essaye d'apporter un petit peu ce côté vraiment NFT et très communautaire dans l'espace francophone. Mais je trouve que c'est quelque chose qui manque à l'espace francophone. Les gens restent un petit peu trop, on va dire, dans, leur, dans leur bulle et n'interagissent peut-être pas assez. Et je trouve ça qui est intéressant, c'est d'aller interagir avec les gens. Et après, évidemment, ça va pas être juste mettre un commentaire pour dire super. Hein. C'est dire bah, j'ai bien aimé ça. Par contre, peut-être que ce point-là, ça aurait été bien si tu pouvais le développer peut-être un peu plus dans un autre poste où j'ai adoré et j'ai vraiment aimé quand tu as parlé de ça, parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé. Mais essayer voilà, d'apporter un peu de valeur, peut-être une anecdote. Faut pas rentrer dans le clash non plus, parce qu'après, ça sert à rien. Hein. Mais parfois, peut-être que les personnes ont oublié un truc et ça va être bien de le rajouter parce que va dire, bah, merci de rajouter ce point-là. Effectivement, j'ai oublié d'en parler et bah, c'était important. Donc, voilà, ça va être vraiment important d'interagir sur Twitter. Et je conseille en général, c'est si vraiment vous voulez que ça devienne votre activité, c'est dans l'idée, il faut faire 1 heure, pendant au moins 1 heure par jour, ce que j'appelle du reply guy. C'est ce que j'allais te dire, c'est que effectivement Twitter ou même les autres réseaux sociaux, c'est pas une vitrine.
enfin, ça peut être une vitrine dans le sens où on présente son truc, où on a des projets, on raconte un peu ce qu'on fait et tout ça, mais c'est pas juste, voilà, j'expose, je balance du contenu aux gens et puis après, ceux qui interagissent, qui posent des questions, je les laisse dans leur coin. Et c'est vrai que idéalement, même moi, sur mon compte Twitter et tout, c'est des trucs que je devrais faire, d'aller plus même sur les autres comptes, vraiment regarder les contenus et comme tu dis, interagir, poser des questions et tout ça. Et tu commençais à en parler en disant 1 heure par jour. Je pense que aussi un gros facteur limitant pour ces Bah, c'est le temps. entreprises-là, c'est le temps. Et C'est le temps. mm, Ça prend beaucoup de temps, hein. 1 heure par jour, tu vois, si on se dit que, je sais pas, par exemple, tu as ton compte, que tu as envie d'être créateur de contenu ou même pour, je sais pas, dans une entreprise, ils disent: «Bah, tiens, tu gères Twitter, essaye, vois comment tu vois ton temps». Si le mec taffe 8 heures par jour, ça prend quand même une partie de sa journée, s'il fait 1 heure de replay, quoi. Et je pense que le web 3, ce que ça a vraiment apporté, c'est, cet esprit vraiment communautaire. Il faut bien faire la différence entre audience et communauté. mm, C'est pas du tout la même chose. Une audience, elle suit ce que tu fais, mais derrière, bah, s'il y a un autre mec qui parle mieux que toi, qui est un peu plus smart ou qui a un format un peu plus sympa et qui parle des mêmes choses que toi, bye bye. Tu vois ouais. ce que je veux dire? Alors que D'accord. la communauté, et c'est souvent ça qu'on dit, hein, on peut copier un produit, mais par contre, on ne peut pas copier une communauté. Parce que la communauté, elle est là. Et si par exemple, la communauté, elle est soudée autour de toi, parce que tu as créé comment dire, un vrai projet avec une vraie communauté, bah, les gens, ils vont pas partir. Parce Mm. que déjà, tu as interagi avec eux, donc tu as créé une vraie relation. Alors, quand tu as une audience, tu vois, tu peux leur poser vite fait des questions. Parfois, ils vont répondre en commentaire, mais parfois, tu vas Ouais. même pas leur répondre. Alors que Mm. vraiment, si tu crées une communauté, tu vas interagir souvent avec eux. Ils vont se sentir beaucoup plus proches de toi. Et donc là, à ce moment-là, quand tu as cette relation-là, c'est complètement différent. Ouais, c'est clair. C'est vrai que dans le Web 3, on sent qu'il y a cet esprit communautaire qui est peut-être plus prononcé que dans d'autres domaines. Effectivement, tu as pas ce côté peut-être plus passif de l'audience, où là, pour une communauté, c'est pas que le contenu, comme tu dis, avoir une bonne image, un bon son, c'est aussi bah, adhérer aux valeurs, au parcours de la personne aussi, hein, de Ouais, voir comment elle a progressé ou de l'entreprise. Et là, effectivement, par contre, pour faire bouger une communauté, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. c'est ça. Mm. Et alors, je vais te donner un exemple en plus, qui est Web 2. C'est, je sais pas si tu connais, mais les RX de Tugan Barra, tu vois, Oui. où là, il met l'accent un peu t'as la formation, mais t'as accès aussi un peu au club, ou comment il s'appelle, Jean-Marie Corda. Où tu vois, t'avais un club, et niveau francophone, il y avait plein de gens qui se sont rassemblés, et c'était vraiment pour la communauté. Ouais, je disais les Rex, mais c'est surtout, donc, par exemple, Jean-Marie Corda, où les gens sont vraiment rassemblés, et pour ça qu'ils allaient pas voir ailleurs, quoi. Parce qu'ils se retrouvaient entre eux, et c'était des gens qui avaient les mêmes objectifs, c'était de faire du business en ligne, ils voulaient faire du développement personnel. Après, on parlera pas du personnage, mais, voilà, Ouais, c'est ils un ont très su bon exemple. créer leur univers. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Tugan Barra parce que franchement, si j'ai l'opportunité un jour de le faire venir sur le Ce serait podcast, top si tu pouvais l'avoir. ce serait un régal. Alors après, oui, c'est un personnage, hein, mais je me tape des barres sur ses vidéos. Franchement, il est, comme tu dis, c'est, voilà, quand tu le suis et que tu adhères un peu au truc, et il y a une communauté qui est ultra forte. Donc voilà, si jamais il passe par là, ce sera un grand plaisir de l'avoir sur le podcast, surtout qu'il Je est pense que vachement tu peux, engagé dans le hein. Web 3. Donc, Ouais, je pense que tu peux l'avoir. Il fait beaucoup d'interviews. En ouais, ce moment, il essaye ouais, de j'ai vu faire un là. peu ça. Andrew Tate, tu vois. C'est sa strat en ce moment de passer dans pas mal de podcasts et de vidéos. Ouais, faut qu'il réponde aux DM maintenant. Ça, Ouais, c'est un autre challenge. Pour faire la transition là-dessus, donc sur les bonnes pratiques de réseaux sociaux, ceux qui arrivent à construire une communauté, à apporter de la valeur, parce que justement, pour ceux qui ont envie toujours de se renseigner, d'avoir vraiment des infos quali sur le Web 3, est-ce que tu peux donner peut-être quelques exemples de comptes ou de personnes que tu connais et qui respectent un peu ce que tu viens d'évoquer et qui peuvent proposer de la valeur aux gens et qui serait ouais. intéressant de suivre du coup? Ah, attends, je vais te citer quelques noms. Donc, le premier que je vais citer, ça va être par exemple Whale Souche. Donc ça, c'est un très bon créateur de contenu. C'est pas un francophone. Donc après, tu vois, On c'est un mettra mec qui les a liens parlé de pas hein, mal. Ouais, en tu auras les description. liens. Mm. C'est un mec qui a parlé de pas mal de collections de NFT, et il va vraiment t'expliquer pourquoi, selon lui, par exemple, la collection NFT, elle est intéressante. Ok. Et en fait, tu as ce côté, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est que tu as l'analyse un peu marketing. Ou pourquoi ce projet marche bien autant. Et en fait, on va te dire, c'est parce que il gère vraiment la communauté.
voilà ce qu'ils font concrètement, ce qu'ils vont continuer à faire. Et donc, on t'explique pourquoi cette collection est cool par rapport, tu vois, des stratégies marketing. Et donc, pour moi, c'est deux choses qui m'intéressent carrément. Donc, ça, j'aime beaucoup. Il va parler de pas mal de choses comme ça. Après, si tu t'intéresses, par exemple, je sais pas moi, attends, je vais prendre ma petite liste Twitter. Euh, tac. On peut élargir, hein, ça peut être, voilà, blockchain, dev perso même, si tu as des bonnes Ok. références à recommander, c'est avec plaisir. Ensuite, pour les news, ce qui est pas mal, il y a par exemple Goku qui parle pas mal de news. Après, c'est crypto, hein. Là, les exemples que je vais te donner, ça va être pas mal crypto. Ouais, non, mais très bien. Euh, mais ouais, Goku qui est pas mal pour avoir des news. Esprit cryptique pour tout ce qui est, on va dire, due diligence. Donc, un mec qui va faire pas mal d'enquêtes. Euh, Après, comme ça, tu vois, par exemple, en DeFi, bah, tu vas avoir le fameux crypto farmer. Oui, Le fameux crypto farmer qui va parfois donc te parler de DeFi, même si en ce moment, peut-être il est un petit peu moins actif, il parle peut-être un peu moins de ça. En tout cas, après, il y a aussi un peu moins d'activité. Après, en trading, tu vas avoir Alan Trading, crypto futur que j'embrasse, évidemment, hein, les potes. Et après, je pourrais aussi te citer qui propose du très très bon contenu. Et donc là, il est un petit peu ralenti. Je sais pas s'il va continuer parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent, il me semble. Mais par exemple, CoinStation qui propose des super threads. d'accord. Et encore un peu, en fait, c'est un peu ce qu'on veut faire vraiment aussi, ce que je vais commencer à proposer pendant cet été. C'est vraiment un peu, on va dire, à la whale souche. C'est du contenu qui t'explique, par exemple, comment Odyssey ou Mastercard se sont lancés dans l'univers Web3. Et donc, tu as l'explication et aussi un petit peu ce côté marketing que j'aime beaucoup. OK, Quelques petits exemples de comptes qui sont bien sympas. super. Bon, beh, écoute, Après, voilà, il y en a tellement. Tu vois, moi, j'ai des listes. J'ai des 50, j'ai plus de 50 personnes dedans. Mais il y a aussi beaucoup d'Américains quand même. Il y a beaucoup d'Américains parce que il n'y a pas beaucoup de francophones qui rédigent beaucoup de threads, quoi. Et tu vas retrouver quand même beaucoup d'infos au niveau des comptes anglophones, quoi. OK. Bon, beh, écoute, en tout cas, c'est bien noté. Ce sera tout mentionné aussi en description pour ceux que ça intéresse. Donc, pas mal de belles infos à aller chercher et comme tu disais, aller aussi peut-être sur le Twitter anglophone pour avoir aussi, Ouais. pas mal de contenu intéressant. Est-ce que tu as des bouquins, des podcasts peut-être? Alors là, peut-être plus sur les connaissances fondamentales autour de la crypto, des trucs qui t'ont peut-être bien servi aussi dans ton aventure, depuis quelques années? Ouais. Moi, j'ai adoré un livre. Donc, je l'avais écouté au format audio. C'était Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, il me semble. Ouais. Et c'est un livre qui te parle de pas mal de techniques de négociation. Et ça, c'était un livre vraiment qui m'avait marqué et que j'ai appliqué dans la vraie vie, je ne sais pas combien de fois. Et pour te donner, par exemple, en fait, c'était un ancien négociateur pendant des prises d'otages, etc. Et il t'explique, en fait, pas mal de techniques qu'il a utilisées. Et que ce soit, évidemment, je pense pas que tu vas les utiliser dans ce cas-là, dans une prise d'otage, mais tu vas pouvoir les utiliser dans pas mal de situations. Par exemple, aujourd'hui, imagine, tu négocies pour trouver un nouvel emploi. Ou par exemple, tu négocies parce que tu as envie de signer un client. Ou même un partenariat, par exemple, si tu es créateur de contenu. Vraiment, ça marche quasiment pour tout. Mmh. Tu vas lui dire, en général, en règle générale, quelqu'un qui occupe ce poste avec tant d'années d'ancienneté est payé entre 35 000 et 45 000, donc par an. Euh, et en fait, en disant ça, donc tu dis en général, en moyenne, et en fait, le mec, il va pas pouvoir te dire en dessous de la fourchette. Donc cette technique, c'est la technique de la fourchette. Il va pas pouvoir te dire en dessous des 35 000. Je sais plus, j'avais dit combien, mais Ouais, c'est entre ça, ouais. 35 et Mmh. 45, il va pas pouvoir te dire en dessous des 35 000, parce que tu as dit qu'en moyenne, c'est entre 35 et 45. Donc en fait, tu lui ancres cette échelle-là. Et en fait, l'astuce, c'est que la somme la plus basse de ta fourchette, c'est ce que tu vises. OK. Ouais, tu Parce qu'en le général, si tu lui dis mmh. entre 35 et 45, il va pas te dire 50, tu vois. Ouais, ouais, ouais. À moins que tu sois un super profil et vraiment, mais en règle générale, quand tu vas dire ça, ils vont dire le bas de la fourchette. Et ça marche Mais trop bien. c'est ça, mais peut-être que toi, enfin, peut-être que lui, tu tapais, tu te disais 30 000 et en tapant déjà une fourchette, un peu au-dessus, même avec l'encre basse, tu es bien quoi, tu es ce que Ouais, tu veux voilà. atteindre, OK, petite technique, Ouais. Et ça, ah, ils en parlent dans le livre et il y en a plein d'autres comme ça, mais c'est la technique de la fourchette, c'est celle que j'ai beaucoup utilisée, il y a beaucoup de personnes de l'utiliser et ils l'ont utilisé et ça a fonctionné. Donc tu vois, que ce soit
pour un CDI, pour négocier le salaire. Et vraiment, la technique de la fourchette, quand vous la connaissez, c'est hyper bien. Il va y avoir aussi la technique du miroir, c'est quand on va vous parler, limite, vous pouvez éteindre votre cerveau et je sais pas, tu vas me parler et je vais te répondre en fait la fin de ta phrase avec un ton où, comment dire, où je t'interroge. Donc tu me dis, je suis allé faire ça. Je veux dire, t'as fait ça? Et après, tu vas continuer. Et tu vas me dire, ouais, j'ai fait ça hier soir. Hier soir? Et en fait, comme ça, la personne, elle parle tout seul et limite, t'es pas obligé de te concentrer. Et surtout, ça permet de faire parler l'autre. Ouais, c'est ça, te donner des Et ça, c'est infos et des techniques qui servent dans la vie en général. Et c'est très, très bien. Et pareil, un peu dans la même idée que ce livre-là. Ce livre-là, à chaque fois que je. J'aime pas trop le dire que je l'ai lu, mais je l'ai adoré. C'est Comment se faire des amis. OK. Je sais pas si tu l'as lu. Non, ça, le couper la poire en deux, je l'ai lu il y a pas longtemps d'ailleurs, mais Ok, t'as aimé? j'ai kiffé. Franchement, même, tu vois, comme tu dis, c'est des astuces que tu peux appliquer dans pas mal de situations au final. Et il y avait aussi, je complète avec les exemples que tu as donnés, il y a donné des chiffres précis aussi. Ouais. Quand tu négocies, et cetera, le mec, par exemple, il veut négocier à la baisse par rapport au prix que tu proposais de base. Tu dis, bon, je veux bien faire un effort, on peut le faire à 432,50 en faisant un peu des calculs. Ça donne l'impression que vraiment tu as mesuré le Ouais, truc que et le que tu es en prix est train de... réfléchi, que tu peux pas aller plus bas. Exactement, plutôt que de taper une fourchette un peu large. Donc j'avais vraiment kiffé. Par contre, comment se faire des amis, je ne connais pas. Ouais, donc quand tu le dis, souvent les gens se moquent de toi. On s'est beaucoup moqué de moi à chaque fois quand je disais que quand j'avais lu ce livre. Mais en fait, tu vas avoir deux, trois astuces pour bah, vraiment se faire des amis, on va dire. Et en fait, tu vas après avoir des astuces de négociation, quoi. Et même, ça te fait un très bon rappel sur comment fonctionnent les gens. Et quand tu vas Ok. arriver, le fait de sourire, on oublie parfois juste de sourire, mais c'est vrai que tu arrives avec un sourire, il y a plus de chances déjà que les gens ils vont t'accepter, ils vont pas, tu vois, t'es de bonne humeur, donc tu effet, comment dire, les neurones miroirs s'activent chez les gens, ils vont être plus positifs. Et voilà, il parle de pas mal de choses comme ça dans ce livre. Et après, bah, on va pas le spoil, mais voilà, c'est pas mal aussi de techniques pour atteindre, on va dire, ce qu'on veut. Et par exemple, une super astuce, c'est par exemple, je sais pas, imagine, t'as un enfant. Donc après, voilà, je dis enfant, mais c'est pareil, Hmm. c'est dans plein d'exemples qu'on peut l'utiliser. Mais c'est au lieu de dire mais, tu vas dire et. Je sais pas, un enfant a eu des mauvaises notes en maths, mais il a eu des bonnes notes en français. Tu peux lui dire, dans le premier cas, la plupart des parents font ça. T'as eu des super bonnes notes en français, hein. Mais par contre, en maths, ça va pas du tout. Hmm. Là, l'enfant, ce qu'il entend, c'est juste le mais et tu lui reproches quelque chose. Ok. Alors que tu peux lui dire, la deuxième façon de faire, et je pense que c'est la meilleure, hein, c'est ce qu'il explique dans le livre, c'est t'as eu des très bonnes notes en français. Et dans la même lignée, je suis sûr qu'au prochain trimestre, tu peux continuer avec ces efforts-là et tu peux améliorer tes notes en maths. Ok, ouais, c'est plus positif déjà. Tu mets pas Oui. le Et en fait, comme stop. ça, Hmm. en fait, dès que t'entends un mais, tout ce qui a été dit avant, limite, t'as l'impression que c'était bullshit, tu vois, on s'en fout. Alors que là, vraiment, on le félicite, et derrière, on va lui dire que voilà, il faut continuer. Et en fait, ça s'utilise dans pas mal de situations. Quand tu Hmm. parles, par exemple, à un client, quand tu parles, par exemple, à un membre de ton équipe, c'est des choses qu'il faut utiliser. Parce que le mais, il fait mal, en fait. Ouais, ok. Et même dans la vie, hein. Donc dès que tu l'utilises, je C'est sais pas, vrai. t'as reçu un cadeau qui t'a pas trop plu, ou je sais pas, t'as envie de négocier, ou il faut dire le mot et voilà, à bannir le mot mais. Hmm. Ah, c'est vrai, ouais, ouais, même dans le marketing, hein, comme tu dis, les tournures de phrases positives, les trucs comme ça, c'est vachement intéressant. Bon, en tout cas, ben, merci hein, pour tous ces contenus. Ce sera en description et puis tu as déjà donné quelques petits conseils pratiques qu'on peut tous appliquer. Euh, Toujours dans cette lignée conseils, du coup, on en profite. Hein. Tu as parlé très rapidement du cake avec PancakeSwap et tout ça. Ton portefeuille aujourd'hui, dans la mesure de ce que tu peux révéler, bien sûr, il ressemble à quoi et quel est un peu ton profil d'investisseur? Est-ce que tu t'amuses à faire du trading? Est-ce que tu es plus sur le côté safe? Voilà, et qu'est-ce que tu peux recommander Ok. aussi à des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'aller sur des crypto-monnaies, d'aller sur des collections de NFT? Comment toi tu fonctionnes? Ouais. Alors à la base, moi, tu vois, quand j'étais dans le business en ligne, on va dire classique, j'étais en mode ouais, je peux dire combien je gagne et tout. Mais aujourd'hui, pareil pour tout ce qui est pendant le bull run, hein, je crois qu'il y a des vidéos, je sais plus si je l'avais dit, mais je disais j'avais combien en tout. Mais Ok. aujourd'hui, je préfère ne plus dévoiler ça parce que je me rends compte que c'est dangereux.
avec ce qui s'est passé par exemple pour Asher qui s'est fait braquer. J'ai entendu d'autres histoires comme ça. Donc aujourd'hui, je préfère quand même ne pas crier sur tous les toits combien j'ai. Faut Mmh. savoir que je suis pas riche hein, encore. Et mais voilà, j'ai déjà, pour mon âge, je suis très content déjà de mon patrimoine en crypto. Faut savoir que j'ai quasiment que de la crypto, hein. À chaque fois, j'ai des fiat, soit je dépense, soit j'investis en crypto. OK. À un moment, je faisais un peu de bourse, mais ça m'a, je trouvais ça trop mou, quoi. Je trouvais ça trop mou. Et en plus, tu vois, pour revendre, faut que la bourse, elle soit ouverte. Tu vois, c'est lent, c'est pas H24. Alors que voilà, je sais pas, j'ai besoin de liquidité, même si derrière moi, tu vois, alors maintenant, j'ai un profil très safe. Faut savoir que voilà, j'ai commencé, j'étais là, bah ouais, c'était le bull run aussi, hein, mais j'étais là, j'allais dans tous les shitcoins, ça pétait aussi, hein, tout fonctionnait. Mmh. J'ai perdu beaucoup d'argent. Par exemple, mes plus grosses pertes, hein, je peux peut-être en dire quelques-unes, mais par Allez. exemple sur le shitcoin de Tugan Barra, on en parlait tout à l'heure. Faut savoir que j'ai été un des premiers investisseurs du shitcoin. Donc c'est son premier shitcoin. J'ai mis 80 $, je suis monté à un moment à 40 000 $ en une semaine. Putain. De 80 $ à 40 000. Ouais, en une semaine. Je n'ai pas revendu. Tous mes potes me disaient, eh gars, revends, prends du bénéf un petit peu. Moi, je voulais faire un fois 1000. Ouais, tu te dis, tant qu'à y être, on va sur du Ouais, 400 je voulais 000 faire ou un fois 1000. Je voulais faire un fois 1000 pour me dire, tu t'appelles comment? Edgar, j'ai fait fois 1000. Tu vois, je voulais pouvoir mettre ça dans ma bio. Et voilà, ça m'apprendra aussi. Voilà, c'était un peu on va dire mes vrais premiers débuts dans la crypto où je découvrais. Et aujourd'hui, bah voilà, tu vois, j'ai compris en fait. Là, c'était un fois 2. J'aurais pu le faire ailleurs. J'aurais pu le faire ailleurs que sur un shitcoin. C'est pour ça que tout à l'heure on en parlait avec Pépé, mais je pense que Pépé va tenter qui rattrape le Shiba, c'est con. Autant aller tenter sur plusieurs années, je sais pas, en mettant sur de l'Ether ou du Bitcoin, en se disant que voilà, il y a plus de proba quand même de faire un x5 sur 10 ans, quoi. Après, évidemment, en effet, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais Bien voilà, je sûr. pense qu'il y a plus de chances que le PP euh, que meure plutôt que Bitcoin et Ether dans 10 ans. Et donc voilà, j'ai beaucoup eu cette période-là. Pareil, j'ai investi dans Polychain Monster, donc dans les anciens Polkemon. J'avais mis, je crois, un truc comme 10K. Aujourd'hui, ça vaut plus rien. Donc voilà, j'ai fait des grosses loses aussi. Le Shaken, au passage, j'ai revendu, je me suis fait 2000. OK. 80 à 2000. Mais à un moment, il était à C'est déjà 30 000. mmh. C'est déjà pas mal. Ouais, donc voilà, j'ai fait des conneries. J'ai acheté un NFT Adidas à 3 500 $. Aujourd'hui, ça en vaut 400. Tu vois, voilà, c'est le bear, hein. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs. Et aujourd'hui, j'ai un profil qui est très safe. Avant FTX, faut savoir que moi, je recommandais, en tout cas, je recommandais, hein, si j'ai des amis qui venaient me voir, en tout cas des vrais amis proches, qui me disaient, gars, j'ai envie d'acheter des cryptos, qu'est-ce que je pourrais acheter? Je leur disais, moi, en tout cas, je trouve que ça peut être intéressant d'acheter du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, du FTT. Je leur disais ça. OK. Après, hein, évidemment, non, pas de conseil en investissement. Je leur disais que c'est quatre crypto-monnaies qui me paraissent assez safe. Et bah, tu vois, heureusement que très peu ont juste commencé, tu vois. Souvent, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais acheter? Mais ils commencent même pas. Mais parce que, bah, tu vois, le FTT, bah, il s'est pété la gueule, quoi. Quasiment zéro. Ouais. Et il faut savoir que j'ai perdu aussi pas mal d'argent sur ça parce que moi, j'avais pas de fonds sur FTX, mais j'avais des FTT. J'avais des FTT sur FTX et en fait, ils étaient stackés, donc je pouvais même pas les revendre au tout début de la crise parce que c'était stacké, je crois, c'est 2 ou 3 semaines, je sais plus. Parce que je voulais avoir les avantages des FTX, donc c'était D'accord. des retraits gratos ERC20, des allocations aux IEO. Euh, donc voilà, je faisais un DCA sur le FTT et j'étais en positif au début en plus, j'avais gagné de l'argent et ouais, je me suis fait bien avoir. Et donc ça m'a un peu traumatisé et donc aujourd'hui j'ai quelques BNB pour avoir les quelques avantages qui sont intéressants sur Binance, mais et j'ai évidemment quelques autres cryptos, hein, mais principalement mon bac ça va être Bitcoin et surtout Ethereum. OK. Surtout, c'est-à-dire que tu as plus d'Ethereum que de Bitcoin? Ouais. Carrément? OK. Ouais, vraiment. Et alors après, là, je commence à faire on ne sait pas si c'est une connerie, mais quand je dis aussi Ethereum, j'englobe les NFT. Parce que ce que j'aime bien avec les NFT sur Ethereum, c'est que ça t'expose un peu à l'Ethereum. Parce que tu l'achètes en Ethereum, tu le revendras en Ethereum. Bien sûr. Donc, derrière, après aussi, quand l'Ethereum monte beaucoup, souvent les NFT, ils peuvent un petit peu ils en prennent pour leur grade parce que bah, la valeur en dollars, tu vois, elle augmente quand même. Donc les gens, si la collection pour eux, elle ne doit pas monter en prix, ils vont revendre et le prix du NFT baisse. Mmh. Mais
je pars du principe que voilà, ça me permet quand même de rester un peu exposé à l'Ether. Donc ça, que j'aime beaucoup. Mais quand même, j'ai quand même une bonne partie quand même qui est en Ether, on va dire encore. Et aujourd'hui, bah là, je suis en train d'acheter pas mal de NFT et je vais continuer. Je vais continuer. Parce que je pense que les NFT te permettent aujourd'hui d'avoir accès à pas mal de choses. Euh, et c'est surtout le networking en fait. Parce que quand tu vas Oui. avoir un NFT, tu vas être potentiellement donc plus pris au sérieux. Par exemple, sur Twitter, si t'as un bored ape ou un CryptoPunks, les gens vont s'arrêter, vont dire ok, toi t'as un mec qui a de la thune, en tout cas qui est dans l'espace Web3 depuis un moment, je vais prendre le temps de te lire et je vais regarder ce que tu peux apporter. Donc tu vois, il y a beaucoup cette social proof qui va être apportée par les NFT. Tu vas avoir après le fait d'avoir accès donc au Discord, donc des projets. Souvent, honnêtement, on va pas dire que c'est nul à chier, pour être vulgaire, hein, mais tu vois, je sais pas, tu rentres dans un Discord, en fait, il y a trop de monde. Si la collection, elle a 10 000 personnes, qu'elle a lancé après une sous-collection, allez, il y a 15 000, 20 000 personnes dans le Discord. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de vraies relations qui se créent. Par contre, il va y avoir des sous-communautés, que ce soit par exemple des sous-communautés par rapport à la langue. Donc, par exemple, des langues, moi je suis français, donc il y a des sous-communautés françaises qui peuvent être intéressantes. Tu vas avoir des sous-communautés, par exemple, par rapport à des traits. Donc, tu vois, ton NFT, je sais pas, je sais pas, t'as un cornichon sur ton NFT, bah, il y a des mecs qui vont créer la sous-communauté, la sub-community Des des cornichons. cornichons. Ok. Et en fait, donc, si vous êtes un petit groupe, je sais pas, de 50 personnes, et là, par contre, ça va être intéressant parce que ça va partager des conseils, de la valeur, et là, c'est là que, en général, on peut avoir pas mal de valeur. Donc, pour te donner une idée, par exemple, il y a une sous-communauté Adidas, donc pour les Alts FR, donc française. D'accord. Bah, dans cette sous-communauté, j'ai pu avoir des petites alphas qui étaient très, très intéressantes, qui, par exemple, parlaient d'un projet NFT assez gros. Ils ont annoncé, je sais pas comment ils ont eu l'info, mais ils avaient une info comme quoi il allait y avoir quelque chose qui allait être annoncé. Le floor a quasiment fait, il a fait plus 70%, je crois. Tu vois, tu peux avoir des petites infos comme ça, tu peux avoir bah, des mecs qui te partagent leurs analyses, et en fait, bah, même ça te crée du réseau. Donc si par exemple, moi, je sais pas, j'ai besoin, là pour l'agent, je sais pas, j'ai besoin euh, un client me dit j'ai besoin d'un website, bah, je peux peut-être mettre en relation un des mecs de ma sous-communauté chez qui fait du website. Et donc après, bah, ces mecs-là aussi qui sont dans la sous-communauté, par exemple, d'une collection NFT, peut-être qu'il y a un groupe alpha avec pas forcément, tu vois, des collectionneurs de NFT précis, mais des mecs avec pas mal de NFT sympas. Et ils vont créer pareil, voilà, ces petits groupes-là. Et là, pareil, c'est vraiment là où tu vas retrouver beaucoup de valeur. Ok, super intéressant ce côté NFT qu'on n'avait pas. C'est vrai qu'on dit souvent, bon, il y a les NFT artistiques, il y a les NFT utilitaires qui peuvent donner accès à des fonctionnalités sur une application, sur un site, peu importe. Et puis il y a les NFT communautaires, mais on était plus en mode communautaire fun. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des communautés qui sont très solides, hein, les cryptomasques, on en connaît pas Ouais, mal. en milieu francophone, CryptoMask est très puissant. Voilà, et en Quand fait, tu vois effectivement, voilà, le floor, c'est un floor autant que les Sappy Seals, c'est même plus élevé. ouais, tu peux investir en fait dans les NFT dans le but peut-être d'accéder à ces réseaux-là, d'avoir des échanges super enrichissants. Et même si en soi tu t'es pas fait de l'argent à purement parler en investissant dans ce NFT parce que tu comptes pas le revendre ou quoi que ce soit, ça te donne peut-être accès à d'autres leviers et à d'autres sources qui peuvent être super cool. Et d'ailleurs, toi, dans ton investissement, donc tu disais voilà, Bitcoin, Ethereum, profil assez safe, aller aussi sur les NFT. C'est Ouais, en fait, quoi? moi, le côté pas safe, c'est les NFT quand même. Je disais que je suis Ouais, safe, oui, c'est vrai, mais c'est quand vrai. même, les NFT, c'est quand même pas très safe. Après, pareil, voilà, je reste T'as quand même des sur des collections qui collections, sont voilà. Ouais. plutôt safe. Là, tu vois, récemment, j'ai acheté un Lil Pudgy. Je connais Donc, pas. c'est la sous-collection, je sais pas si tu connais, des Pudgy Penguins. Ah oui, Donc, ok. Pudgy Penguins, on a un floor, attends, je te dis tout de suite, les Pudgy. Les Pudgy, ouais putain, c'est un petit peu baissé. On est à 4,5 de floor, on est en Ethereum. Donc, ça Mhm. fait quand même une très belle somme. Euh, Ça fait une belle somme. Et en fait, petit conseil que je peux donner, bah, c'est pas un conseil, je retire, j'allais dire petit conseil, mais c'est évidemment pas un conseil. Mais ce qui est intéressant avec ces petites sous-collections, c'est que quand j'ai acheté ce Lil Pudgy, ça me permet d'avoir accès au Discord des Pudgy Penguins. Donc le Lil Mhm. Pudgy, il coûte 0,4 Ether, donc plus accessible, ça fait je sais pas, 700 dollars, un truc comme ça. Et en fait, ça me permet d'avoir accès aux Pudgy qui valent quasiment 10K. Et derrière, bah pareil, tu vois, il y a une communauté des Pudgy FR et je suis dedans. Et pourtant, tu vois, j'ai pas investi autant que les Ouais, gros il y a holders pas qui ont payé. la notoriété peut-être et l'aura de la grosse collection principale, mais derrière, un peu en termes d'avantage d'accès, tu t'y C'est retrouves très ça, bien, c'est quoi. ça. Et en tout cas, pour faire des contacts, c'est déjà très intéressant. Et pareil, alors là, voilà, je tease
Normalement, ça va être ma Ta future future? PFP, Ah ouais. mais normalement, je vais m'acheter un Youth. Donc Youth, on est un OK. petit peu plus cher. On est sur entre 1,8 et 2,1 Ether, on va dire. Après, moi, je veux vraiment comme je veux qu'il me représente, tu vois, je veux un stylé. Donc, quitte à payer plus cher, je paierai plus cher, mais je veux qu'il soit vraiment stylé. Et après, il y a Youth, la Season 3 qui arrive, donc à voir comment le floor va évoluer. Mais voilà, c'est une collection que j'aime bien, parce que dedans, on retrouve pas mal de créateurs, et c'est une collection pour avoir rencontré pas mal de Youths et de D-Gods, c'est des Degens. Et moi, j'ai quand même ce petit côté un peu fun, et donc je trouve que ça combine le côté un peu, on peut être fun, et derrière, on est un créateur de contenu, on apporte de la valeur. Et Youths, bah, c'est pareil. En achetant un Youths, tu as accès aux D-Gods. Et les D-Gods, on est à 10 Ethers. Mmh. On a 10 ou à 8, je sais plus. Je sais plus, mais je sais que Mais, D-God, c'est un truc de mais là, ouais, je truc crois de qu'on fou, est à hein. 10. On est à 10, 5, c'est bien ça. Là, on a vraiment explosé. Donc, tu OK. vois, on est à 10. Au passage, D-Gods, j'ai hésité à minter. J'aurais pu minter, mais il y avait tellement de FUD, j'ai pas minté. Donc, Le un mint petit était, regret. était à combien le mint? C'était 3 sols, si je dis pas de conneries. Mais à l'époque, le sol était à 200 $. Oui, Donc, ça faisait, c'était ça au faisait top, quand quoi. même. C'était cher pour un mint sur Solana. Et tu vois, bah, D-Gods, une énorme collection, hein, honnêtement, aujourd'hui, hein, c'est dans les plus influentes. Et donc, tu peux avoir accès à ces personnes-là. Donc, c'est intéressant. En plus, aujourd'hui, hein, ils essaient de dissocier un peu les deux et de faire que D-Gods, que Youths plutôt prenne son envol. Ouais. Et sur la partie crypto-monnaie, du coup, quand tu dis ultra safe, oui, enfin safe, par rapport à des shitcoins et tout ça, voilà, plus Bitcoin, Ethereum et peut-être d'autres cryptos, Ouais. c'est quoi Mais ta manière d'investir dedans? Est-ce que tu es sur du DCA? Donc, pour ceux qui connaissent pas, dollar cost averaging, tu investis la même somme de manière régulière sur un même actif pour lisser ton risque en te disant que le crypto actif va être sur une tendance haussière long terme, ou est-ce que tu t'amuses un peu à faire de l'analyse, à essayer d'acheter des petites chutes. Comment au quotidien, tu fonctionnes comment? ouais. Alors après, moi, je suis pas un trader. C'est un métier. Je m'appelle pas Alan ou Matteo, tu vois. Donc, Crypto Future ou Ouais, Alan Trading. Et donc, moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Par contre, quand je veux acheter, il y a quelques outils qui peuvent être intéressants. Je suis pas un trader, hein, mais je peux regarder le RSI, le Rambo chart, tu vois, quelques petits indicateurs, voir si ça semble intéressant en tout cas d'en acheter ou si vraiment là c'est le moment de vendre plutôt. Et tu peux regarder aussi le Fear and Greed, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et aussi un indicateur que j'adore, c'est pareil, voilà, les vues YouTube. Quand les vues YouTube baissent, c'est que l'intérêt est bas. c'est Et clair. souvent c'est un très bon indicateur, tu vois, quand le prix baisse et que les vues remontent, ça peut être intéressant. Et aussi je vois quand mes potes m'en parlent, quoi. Quand je vois que mes potes commencent à me reparler de la crypto, je fais putain, what the fuck, c'est le moment de revendre limite. Il y a Parce un que là, en ce truc moment, là. plus personne m'en parle par contre. Donc là, c'est plutôt cool. Et après, là, il faut savoir que donc on réinvestit pas mal de. J'ai réinvesti pas mal donc, de ce que je gagne que ce soit dans des outils, pour améliorer mes connaissances. Et là, tu vois, en ce moment, là, je suis à fond dans le sport. Comme je te disais avant, là, avant qu'on Ouais, commence le. Là, attendez, quel jour? Je sais même plus les jours. On est mardi. Et donc là, samedi. Donc au moment où sortira donc, la vidéo, donc tu m'as dit, sortira sûrement longtemps après, quelques semaines après. Mais donc là, je fais un semi-marathon. Et l'année prochaine, je voudrais faire un marathon. Donc en avril, le marathon de Paris. Donc voilà, j'ai vraiment ce truc en ce moment où, niveau sport, j'achète les bons compléments alimentaires. Pareil, je suis en train de voir pour améliorer mon sommeil. Donc là, voilà, je fais pas mal d'achats pour optimiser bien, on va dire, mon, comment dire, mon corps et mon esprit, quoi. ouais, trop bien, ouais, tu te donnes à fond là sur Ouais. côté bien-être, santé. Voilà. Là, Bah, vraiment, je réinvestis à fond là-dedans, dans ok. ça. Et en crypto, il n'y a pas vraiment. À la base, je faisais ouais, du DCA. Je mettais quelques centaines d'euros à chaque fois, chaque mois. Et là, en ce moment, là, je l'ai un peu arrêté. Et je mets en fait, souvent, c'est des one-shot, tu vois. Il n'y a pas longtemps, j'ai remis un bon billet. J'ai mis un bon billet. Malheureusement, j'ai mis le bon billet. Attends que je te dise la date. C'était juste avant Lisbonne, avant NFT Lisbonne. Et bah voilà, une semaine après, ça avait fait moins 15% ou moins 10%. Donc j'étais en mode putain, fait chier quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, j'ai acheté pour moi, c'était un prix qui était quand même assez correct encore, hein. Oui, on est en bear, Euh, les voilà, prix c'est quand même ça. Je pense sont. que ça reste des prix qui sont quand même, on va dire, après ça dépend des cryptos évidemment, mais je trouve que voilà, sur Bitcoin, Ethereum, je me dis, voilà, si vous avez une vision très long terme, euh, moi j'ai une vision très long terme hein, sur ces deux actifs-là. Donc pour moi, du moment que je l'achète pas à 100 000 le Bitcoin, en tout cas sur un horizon court terme comme ça,
Je pense que c'est pas mal et ouais, voilà, c'est une sorte de DCA, quoi. Quand je mets une grosse cartouche, bon, bah, j'en mets, je sais pas, une tous les 2-3 mois, comme ça, quoi. Ouais, c'est un DCA, on va dire, un peu brutal, on va dire, C'est ça. mais ça reste du Bah, DCA. le mieux serait peut-être de faire quelque chose à la semaine, tu vois, effectivement. Mais voilà, en ce moment, Après, j'ai... chaque situation est Ouais, c'est différente, ça, c'est ça. chacun son budget, ça prend du temps aussi, mine de rien. Donc, des fois, tout le monde n'a pas le temps d'aller regarder les charts tous les jours. Faut optimiser. Donc, carrément. Écoute, et d'ailleurs pour le sport, trop bien. Voilà, ceux qui sont habitués du podcast ou de la chaîne, Bah oui, c'est ça. c'est ce qui m'a fait démarrer dans le Web 3. Alors, principalement les Move to Earn, donc les applications crypto qui te permettent voilà, de générer des gains, crypto NFT, en échange de ton activité physique. Et donc, ça m'avait poussé. Et j'avais pu faire aussi un premier semi-marathon là C'est beau, hein. au mois de mars. Il devrait Et, prendre un ambassadeur. ah ouais, ouais, non mais écoute, il y a eu des petits partenariats des fois avec des Move to Earn, mais bon, après, il y a eu l'épisode un peu compliqué de Stephen aussi, que t'as dû en entendre parler. Ouais, j'ai perdu Euh, de l'argent sur Stephen. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Et il y a eu un moment sur les réseaux, c'était un truc de malade. C'est pour ça que moi, je présente les initiatives. Et comme tu dis, c'est génial pour se remettre au sport ou pour augmenter un petit peu son niveau d'activité physique ou se lancer des challenges voilà, jusqu'au marathon. Donc toi, ce sera l'année prochaine. Moi, ce sera en novembre Pas avant moi. si tout se passe bien. Alors, attends, c'est pas fait encore, mais pourquoi Tu pas. feras lequel? C'est quoi C'est le... le marathon de Nice, Nice-Cannes. Voilà. Donc, je Mais recommencerai sinon, là. Sinon, en direct, je t'invite à faire avec moi celui de Paris. Parce que celui de Paris, il est, c'est quand? C'est en avril. Mais après, en fait, les infos, elles Pourquoi pas, sont hein. hyper étranges. Quand tu tapes Marathon de Paris, tu vois que ça devrait être en avril, mais en fait, c'est le moment où il y a bientôt les JO. Et après, tu as une sorte d'autre marathon où ça va être le parcours des JO. Donc, c'est pas très clair, par contre, j'ai pas tout compris, mais je me suis dit, bon, bah, Ouais, au pire, je fais le parcours des JO, tu vois. C'est vrai qu'il y a les JO aussi qui vont se mettre au milieu, mais écoute, avec grand plaisir. Et comme tu disais, hein, enfin, dans les move to earn, au-delà du côté très spéculatif et risqué, hein, qui est propre à l'écosystème, c'est aussi un très bon truc communautaire, quoi. Vraiment, là, tu vas sur les Ouais. Discord de ces projets-là, tu as beaucoup de sportifs, tu peux avoir des kinés, des nutritionnistes même, qui vont te filer des conseils. Donc là, ça dépasse même juste le cadre Ouais, mais du c'est Web ça qui 3, est quoi. top. Ouais, ce qui est top, c'est qu'en fait, c'est des mecs qui s'intéressent, on va dire, au Web3 et qui ont la passion du sport. Mm. Et ça, c'est top. Tu vois, exemple, je vois les Pudgy, là, il y a des groupes Pudgy Muscu, tu vois, pour les mecs qui aiment bien la muscu et qui sont des Pudgy. Tu sais, on crée Excellent. des sub-community, quoi. C'est excellent parce que ouais, des fois, c'est des personnes. Et moi, c'était pareil avec Genopets. Je sais pas si c'est un projet qui te parle. Ouais, ouais, Et je en connais. fait, je suis rentré dans la crypto par Genopets. Je cherchais des articles. Je voulais trouver une application ou un truc qui te permette de faire du sport et de te connecter avec des gens et peut-être pourquoi pas d'être récompensé pour Ok. ça, que ce soit avec des bons cadeaux, Ouais, des giveaways, peu importe. Et je suis tombé sur un article de blog de Genopets, je sais pas comment. Et le SEO est bien fait. mon premier wallet, c'était un wallet Phantom, tu vois, avant de parler de Ledger, tout ça, Phantom. Et mon premier token, ma première crypto, c'était le token de gouvernance de Genopets, donc le GIN. Et voilà, avant même Bitcoin, tout ce que tu veux. Je suis rentré dans l'écosystème par là, et après, je me suis dit, on va faire du YouTube, on va créer du contenu. Et là, je me suis intéressé, bien sûr, à toutes les notions de la blockchain, du Bitcoin, Ethereum. Et voilà, mais ouais, ça fait de belles histoires, et il y a des communautés avec des envies, des passions très différentes, et c'est super enrichissant, en tout cas. Enfin, il y a de Mm. très beaux trucs à Petite faire. citation, comme ça. Là, je vois bien ma tête, tu vois, avec la petite citation juste en dessous. La DeFi ramène les capitaux, les NFT apportent les utilisateurs. C'est beau, je note. Non, En tout mais cas, ça ramène du monde dans le Web3, ouais. c'est clair que les NFT, même si on dit que oui, en 2021, c'était un peu n'importe quoi sur certaines collections, et il y en a qui apportent pas spécialement de valeur, et malgré tout, aujourd'hui, il y a des utilités, il y a des trucs, comme tu dis, le côté communautaire qui est fou. Et t'en as, ils ont juste investi dans deux trois collections, ils sont pas forcément dans cette optique ouais, spéculatif, je veux me faire de l'argent à tout prix, et ils se régalent, quoi. Ils ont des conseils qu'ils auraient jamais pu avoir ailleurs. Ils se rencontrent IRL, tu te fais des potes et tout, enfin, c'est des trucs, c'est assez unique. Ça, j'avoue que c'est difficilement reproductible, ouais, Mm. dans d'autres secteurs. C'est un peu, tu vois, les gens ils disent souvent, c'est abusé le prix, mais en fait,
Perso, moi, je suis jamais allé dans ces clubs-là, mais je m'étais fait un super pote en Turquie, quand j'avais voyagé un petit peu en Turquie. Et ce pote-là, il nous disait, ouais, il y a des clubs, tu vois, qui coûtent des dizaines de milliers d'euros par an, et dans certains de ces clubs-là. Et en fait, bah, c'est juste, t'as accès à des soirées, à des gens, quoi. Et en fait, les NFT, c'est pareil. Donc Ouais. tu te dis, attends, le NFT, il coûte 10 000, tu te dis, waouh, mais c'est hyper cher. Mais en fait, c'est comme un club qui va te permettre d'avoir accès à des personnes. Souvent, ils vont organiser parfois sur leur Discord, ils vont faire intervenir des mecs hyper pointus dans leur domaine. Donc c'est un peu, faut voir ça aussi vraiment, Ouais, comme on c'est un parlait tout à l'heure, hein. investissement, mais d'une autre manière, quoi. Ouais. C'est pas financier peut-être, mais en termes de compétences, connaissances, tu peux avoir un très bon retour, ouais, sur Tout, investissement au tout final. dépend évidemment de la collection. Oui. Là, on dirait que c'est un peu global, mais Non, chaque non, projet est différent. Mais tu des trucs aussi qui sont complètement bidons. Ben, aujourd'hui, concrètement, n'importe qui peut en soi lancer sa collection de NFT, mais derrière, on en revient toujours à cette notion de communauté. C'est pas la même chose qu'une audience. Et ouais, en 2021, c'était un peu la jungle, hein, sur tout ça. Donc, ouais, faut faire attention, toujours comme pour les cryptos, faut faire très attention. Et d'ailleurs, ben, écoute, je vois que le temps passe. On a parlé ouais, ça de fait déjà une beaucoup de heure et demie, choses, c'est super quasiment. intéressant. Et j'en profite du coup, dernière question et que je pose souvent aux invités qui viennent sur le podcast. C'est, il y a quelqu'un qui démarre, tu vois, un peu comme nous en 2021, qui entend parler de la crypto d'un pote ou des NFT, qui veut se lancer, qui veut prendre les bonnes habitudes, tu vois, il veut vraiment avoir les bonnes bases d'entrée, quoi, éviter les grosses erreurs. Qu'est-ce que, peut-être en ouais, deux, trois notions clés là, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander à cette personne? Wow, c'est une bonne question. On a déjà Euh, abordé quelques trucs quand même, des erreurs à éviter, tout ça dans cet épisode, mais voilà, si vraiment il fallait synthétiser et donner deux, trois piliers, quoi, quand tu débarques dans cet univers, que c'est la mhm. jungle avec Discord, Twitter partout, qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je fais et comment j'évite de tomber dans les plus gros pièges? Déjà, ouais, ça va être niveau sécurité, faire attention à son ordi, le clean bien avant. Donc ça, il y a Malwarebytes, il y a pas mal d'outils comme ça qui permettent de voir si tout est clean. Faire attention à quand tu vas télécharger des fichiers. Sur Telegram, tu vas faire en sorte qu'on puisse pas t'ajouter dans des groupes pour après, tu sais, les mecs essaient de te scammer. Sur Discord, quand tu rejoins, tu désactives le fait que tu puisses recevoir des messages de personnes qui sont dans le même serveur que toi. Toujours faire attention, en fait, comprendre vraiment que il y a beaucoup d'arnaques, donc tu vas recevoir pas mal de mecs qui vont, je sais pas, créer des comptes, se faire passer pour des influx, te dire, tiens, bah, donne-moi ta clé si tu veux que je t'aide. Donc vraiment faire attention à tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour voler tes fonds, quoi. Donc vraiment faire très attention. Ensuite, après, ça va dépendre aussi du montant que la personne, elle veut mettre et son profil, tu vois. Moi, je sais que je suis jeune, je suis très joueur, tu vois. C'est pour ça que je comprends que j'ai été très joueur à des moments et je le sais, même si j'ai un profil maintenant quand même plus safe. Bah là, je joue quand même avec les NFT parce que bah je me dis que je suis jeune, j'ai pas d'enfants à charge, tu vois. Donc je peux me permettre, on va dire, plus de folie et de d'augmenter mes risques parce que derrière, bah évidemment, je peux gagner plus, tu vois. Donc après, tout dépend aussi du profil de la personne. Si c'est peut-être une personne plus âgée, qui a plus de responsabilités, des enfants, une femme mariée, etc. Effectivement, faire attention. Aussi, je dirais de ne surtout pas all-in. C'est de commencer petit, voilà, déjà d'essayer de comprendre la technologie, se créer un premier wallet, donc par exemple un MetaMask. Avant même d'acheter une Ledger, hein, juste un MetaMask, commencer à voir comment ça fonctionne. Donc après, on achèterait une Ledger en passant donc, par ton lien affilié que tu as mis dans ta description, évidemment. T'as bien regardé mes descriptions. Et voilà, tu essaies de comprendre aussi vraiment, surtout bah, comment ça fonctionne. Parce que il faut comprendre que ça te permet d'avoir vraiment tes propres fonds. Aujourd'hui, je vais t'envoyer de l'argent, je le fais, il y a personne qui va me faire chier en mode ah non, la banque, ah mais c'est quoi ce compte bizarre là, il est pas en France ou bah y a pas de tu vas pas payer 1 euro pour avoir le virement instantané, tu vois. Mm. Ou si tu ajoutes en bénéficiaire quelqu'un, c'est tellement que tu dois attendre. Là, c'est quand tu veux, on t'embête pas, on va pas te demander pourquoi tu as envoyé de l'argent à cette personne, tu détiens vraiment tes fonds. T'enlèves cet intermédiaire et ça te permet en plus de voilà, DeFi, de faire fructifier tes actifs. Il y a les NFT, il y a plein de choses. C'est fou, pareil, les NFT, les gens ils pensent que c'est juste des images, mais euh, bientôt tout sera des NFT. Tu recevras ta carte d'identité, ça sera un NFT, tout sera un NFT en plus. Tu reçois une ordonnance de ton médecin, ça sera un NFT parce que ça permet de prouver quel médecin te l'a envoyé, te l'a donné, à quelle heure et à quelle personne.
Donc derrière, bah, tu montes, tu vas devoir signer une transaction, donc tu vas prouver que c'est bien toi, la personne, qui doit prendre cette ordonnance. Et si le médecin, tu vois, il grugeait, il filait trop de, je sais pas, d'ordonnances et tout, en plus, on peut traquer ce qu'il a donné. Alors par contre, à voir, parce que si tu vois le mec qui sort de la salle, tu vois, de la consultation, et que tu regardes la blockchain, tu peux voir ce qu'on lui aurait donné. Donc par contre, C'est vrai. niveau privacy, attention. Mais quand même, si derrière, bah, tu vois, c'est à moitié privacy, s'il a un problème, dans l'idée, il faudrait que bah, des autorités puissent voir, et là, tu peux pas tricher, tu vois. Donc là, je trouve que ça peut être intéressant. Et pour tout ce qui est bah, faux trafic de médicaments, etc., bah, tu vois, ça permet d'avoir pas mal de trucs. Tout ce qui est traçabilité de produits, pour éviter la contrefaçon. Je pense à Nike, tu vois, il y a plein de contrefaçons. S'ils mettent les NFT, bah, derrière, bah, si c'est relié avec ta paire, putain, le marché des fakes, après, à moins que les mecs, ils achètent le NFT à un mec qui a une vraie paire, mais dans ce cas-là, quand même, le mec qui a la vraie paire, il est plus très authentique, tu vois, ça permet de tellement d'utilité. Donc voilà, vraiment s'intéresser à ça, comprendre que on vit une vraie révolution à l'heure actuelle avec le Web3, quoi. Et que Mhm. effectivement, il y a un côté qui est intéressant, mais il faut pas se faire trop non plus amadouer par ça. Et voilà, le voir comme un investissement, c'est pas un truc sur lequel il faut compter pour devenir riche. On peut peut-être devenir riche si on construit des choses là-dessus, si vraiment, en fait, on en fait vraiment son métier, mais avec l'investissement, il y a peu de chance. Et en fait, au lieu d'essayer d'économiser plus pour investir plus, peut-être qu'on peut se dire, on peut essayer de gagner plus. Tu vois, c'est un truc souvent qu'on dit, au lieu d'économiser plus, bah, gagner plus, c'est comme ça, vous pourrez investir plus, quoi. Ouais. Ok. Bah, écoute, c'était une très bonne, un très bon mot de la fin. Et comme tu dis, d'un point de vue valeur, notion aussi dans le futur, ça laisse promettre de très belles choses. Et on est propriétaire de ces fonds, mais ce qui implique aussi des responsabilités Ah bah derrière. par contre, ouais, et c'est Et- Sizi qui disait que il pense que c'est mieux d'avoir ses fonds sur un exchange parce qu'il il pense, je sais plus, il avait dit une stat ou un truc comme ça que bah, la plupart des gens qui ont une Ledger ou qui ont un MetaMask, un truc comme ça, perdront leurs fonds à un moment. c'est clair que Ils si tu seront fais pas soit hackés, attention, là, il y a ouais, ou personne soit ils pour t'aider. perdront, tu vois, leur seed phrase, quoi. Hmm. Donc, petite astuce, hein, quand vous configurez votre Ledger, vous envoyez 10 balles dessus, ou un truc comme ça, et après, vous remettez votre seed phrase dedans pour voir si vous avez bien accès. Ou Hmm. sinon, le mieux, c'est d'en avoir deux, hein. Donc, mais ouais, attention là-dessus, parce que ça peut arriver, ou même, il faut bien conserver ses papiers. Donc après, il y a les plaques en métal, tu sais, Ouais, pour qui brûle pas et tout ça, c'est là. ça, Hmm. résistante à l'eau. Perso, j'ai ça. Putain, j'aurais pas dû le dire, merde. Mais voilà, après, Non, mais oui, oui, c'est clair que c'est toi qui assures la sécurité de tes fonds. Du coup, enfin, tu as des outils, tu as des trucs pour optimiser, mais derrière, tu en as la responsabilité et c'est pas une banque qui les gère. Et voilà, pas de donc service après-vente, ça a de c'est très ça. beaux avantages, mais voilà, faut bien s'y prendre, avoir les bons automatismes dès le début pour bah, prendre du plaisir aussi. Et tu l'as dit, hein, s'intéresser à ce qui se passe, il y a plein d'opportunités, il y a plein de trucs à faire et c'est ça aussi qui est cool au-delà du truc, oui, je cherche à me faire de l'argent avec du Bitcoin ou avec le PP, comme on disait tout à Mm. l'heure. Il y a plein d'autres choses à faire et le côté communautaire, tu l'as bien C'est dit avec les exactement NFT la aussi. communauté. Rencontrer des gens qui sont ambitieux, qui ont de la motivation, qui veulent faire des choses. En règle générale, il y a quand même pas mal de monde dans la crypto qui ont des objectifs comme ça. Et faire de belles rencontres, quoi. J'ai rencontré des gens, mais des Carrément. pépites. Mm. Là, je pourrais pas toutes les citer, mais j'ai fait des super rencontres. Ouais, bah écoute, ouais, c'est vrai qu'il y a des salons, il y a plein de trucs, donc c'est des belles occasions. Écoute Edgar, là on a fait un bon épisode bien dense là. Là Ouais, on est pas mal, mais bon, super intéressant. Je pense que la communauté va bien kiffer. En tout cas, on peut retrouver tous tes contenus, tous tes réseaux en description. Donc ceux qui nous écoutent encore, là, n'hésitez pas à aller checker tout ça pouce pour bleu au donner de la fait. force, bien sûr, Et toujours. le pouce bleu. Et puis, eh ben, écoute, on aura l'occasion de se croiser au détour d'un serveur Discord où, voilà, comme tu dis, hein, il y a plein Ouais, d'événements carrément. crypto à droite à gauche, surtout à Paris, mais Ouais, bientôt à Toulouse, peut-être, on verra. Mais ouais, ouais, au sud. voilà, exactement. Donc, ben, écoute, tu reviens quand tu veux, en tout cas, et c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ben, de même, vraiment un plaisir d'avoir pu venir discuter avec toi. C'était un moment sympa. Plaisir partagé. Bon, mais ça marche. Allez, à plus. Ciao. Salut.